Alors bienvenue à ce nouveau Café Société sur cette fois le thème novateur et innovant des Fab Labs. Donc les Fab Labs avec deux invités qui sont les co-auteurs de ce livre Fab Lab, etc. Les nouveaux ateliers du numérique, les nouveaux lieux du numérique. Et qui sont non seulement co-auteurs de ce livre formidable que je vous recommande énormément parce qu'il est très éclairant et fait un état des lieux de ce que sont les Fab Labs en France et dans le monde aujourd'hui. Et avec donc Ophélia Nord qui est journaliste et photographe, et Laurent Ricard, qui est enseignant à Cergy-Pontoise et aussi créateur de deux Fab Labs, un Fac Lab, ça veut dire faculté de Cergy-Pontoise par exemple. Fac Lab est une forge des possibles, un très beau nom pour les possibles de notre futur, de notre avenir, qui est à Roche-sur-Yon, donc en Vendée. Et Ophélia qui a initié avec d'autres copains-copines des Open Bidouille Camp. Oui, c'est quoi les Fab Labs? Ça a commencé avec, c'est un peu à l'image de Steve Jobs, l'initiateur et le créateur de Apple, du Mac, qui a commencé dans un garage ou un hangar. Voilà. Et les Fab Labs, c'est souvent des jeunes passionnés du numérique qui se cherchent des lieux improbables, un hangar, une cave, un garage, et qui commencent à s'y installer et à mettre leurs idées innovantes à l'épreuve de l'expérimentation. Et pour l'expérimentation, on a besoin de machines. Alors ils vont chercher les machines, ce sont des machines de récupération parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc ils vont les chercher par exemple dans des centres de recherche ou alors dans des entreprises qui ont jeté leurs vieilles machines. Et après, l'aventure commence avec la bidouille, avec l'expérimentation et la réparation aussi, très important pour les Fab Labs. Et voilà, et il y a aussi besoin de mettre en commun les connaissances, le partage des connaissances, le partage du savoir. Open source, par exemple, c'est extrêmement important. On ne peut pas travailler seul. Dans ce que je viens de vous dire, il y a déjà deux idées nouvelles pour une nouvelle économie. C'est d'une part le partage des connaissances, donc open source. Et là, il y a un philosophe, le philosophe du numérique, c'est Bernard Stiegler, qui a toujours, et depuis longtemps, parlé de l'économie de la contribution. Parce que c'est une contribution quand vous mettez en commun les connaissances. Et le deuxième principe, c'est l'économie circulaire. Parce que l'économie circulaire, ça fait appel à la récupération. La récupération de machines, par exemple. Ils ont besoin des machines, donc ils ont récupéré, réparé, etc. etc. J'essaie de vous faire une petite présentation de l'état de l'art, en fait, de pourquoi on en est là, pourquoi on parle des Fab Labs aujourd'hui. Qui personnellement aujourd'hui je trouve un petit peu trop médiatisé, donc on va essayer de dégonfler un petit peu la baudruche. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot de manière de plus en plus sortie de son contexte et de la volonté des gens initialement qui étaient au départ de ce mouvement-là. Donc j'essaie de vous faire une petite présentation et puis vous sortiez d'ici en disant tiens j'ai envie d'aller dans un Fab Lab, ça serait si j'ai réussi à faire ça, ça serait... Alors, en quelques mots, un petit peu de contexte, on va vous dire ça. Le petit logo qui est en haut à droite, là, rouge, vert, bleu, c'est trois personnes qui se tiennent la main, mais c'est aussi un cube, c'est des choses relativement imbriquées. C'est le logo des Fab Labs initialement créé par le MIT. Donc c'est le Massachusetts Institute of Technology, une toute petite université américaine, qui n'a pas beaucoup de moyens, des débutants, des gens qu'on ne connaît pas. Et ça a été fait il y a une petite dizaine d'années.
Et en fait, c'est une erreur, les Fab Labs, au départ. C'est un monsieur qui avait plein de sous, qui s'appelle Neil Kirchenfeld. Il avait une classe à donner, un cours à donner. Il avait beaucoup d'étudiants de très haut niveau. Il avait une université de très haut niveau, et il avait des machines de très haut niveau, il avait des millions de dollars. Et son but à lui, c'était de montrer que l'on pouvait inventer l'industrie en faisant quasiment à peu près tout à partir de machines numériques. Et de dire, voilà, je vais vous apprendre comment le faire. Ça s'est très bien passé, il a recruté tous les gens qu'il voulait, pas de problème. En fait, il a même trouvé que dans sa salle, au lieu d'avoir 15 étudiants, il y en avait 22, puis le lendemain, il y en avait 40. Et puis que le soir, quand il revenait, il y avait trop de gens qui n'étaient pas prévus d'être là. Et une petite histoire dit que la première chose qui a été fabriquée dans ce lieu hyper numérique, en fait, c'était la clé pour pouvoir y rentrer, pour pouvoir venir faire autre chose, parce que des gens, en fait, se sont emparés du lieu pour venir faire autre chose que ce pourquoi c'était là. Ils sont venus fabriquer pour une dame une boîte à cris, parce qu'elle était très stressée, elle ne trouvait aucun endroit pour s'exprimer. Et quand elle était très énervée, cette jeune fille s'est inventé une boîte à cris, donc elle pouvait mettre sa tête à crier très fort, personne ne l'entendait. Et comme ça, elle se sentait tellement bien. Mais où voulez-vous fabriquer une boîte à cris? Donc elle a trouvé un lieu en fait. Et elle l'a détourné. Et donc ce chercheur américain, Kirchenfeld, qui est loin d'être un imbécile, il allait au-delà donc de ce qu'étaient les gens étaient venus initialement pour ses cours. C'est lui pourquoi il y a ce besoin, pourquoi il y a cette appétence, pourquoi est-ce que les gens sont en train de détourner ce que moi j'avais prévu de faire. Donc ils ont commencé à se dire, c'est peut-être que les gens ont envie de fabriquer des choses aujourd'hui, et les outils numériques qui existent le rendent possible. Et donc les Fab Labs sont nés comme ça, au lieu de publier un bouquin, au lieu de faire des tas de recherches, en fait Kirchenfeld il a commencé à essayer de polliniser d'abord en Inde, puis dans la banlieue de Boston, puis dans un tas d'endroits, des petits lieux, au lieu que ce soit des millions de dollars, des tas de machines le plus abordables possible pour que les gens puissent fabriquer eux-mêmes ce dont ils ont envie. Donc c'est utiliser la technologie moderne pour faire quelque chose dont on a besoin à titre individuel. Et le mouvement était né. Et il a pris de l'ampleur quasiment tout seul. J'essaie de vous faire un petit panorama de ce que c'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si je vous parle du mot Fab Lab, il doit y avoir trois choses qui doivent instantanément venir dans votre tête. C'est d'abord ça. Ça, c'est pas normal. C'est un PC, c'est normal. D'habitude, j'ai un Mac et... Voilà. Il y a trois choses à garder en tête. Il faut que ce soit un lieu, d'abord, parce que si vous voulez vous rencontrer, il faut venir ici, il faut un lieu. Il faut se mettre un toit dessus de la tête et qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau. Il faut des machines. Britt l'a dit, il faut des machines. Si vous voulez bricoler, si vous voulez fabriquer quelque chose, si votre but c'est de fabriquer, quelque part, il faut des outils. Il y en a autour de vous, et l'exposition est superbe, il y a des tas de gens qui savent manipuler les outils. Alors les outils, ça peut être en effet des choses de très haute technologie, parce que Britt a parlé du numérique, mais dans un Fab Lab, en fait, la première chose qu'on va vous trouver, c'est une perceuse, une ponceuse, des clous, des marteaux, de quoi bricoler, de quoi faire, de la colle, des cutters, du carton. Donc on va avoir des outils à disposition des gens. Et surtout, ce qui va se regrouper autour de ce lieu et de ces outils, et ce qui est le plus important, en fait, c'est la communauté des gens qui ont envie de se mettre ensemble, surtout pour échanger et apprendre les uns des autres. Un Fab Lab, c'est essentiellement un lieu d'apprentissage et de partage de connaissances. Alors pour la petite histoire, Britt a dit qu'on avait créé, j'ai créé avec Emmanuel Roux il y a quelques années un Fab Lab à La Roche-sur-Yon qui s'appelait la Forge des possibles. Parce que notre idée initiale consistait à faire le constat qu'il y a beaucoup d'anciens qui partaient, il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient, qu'entre les deux il n'y avait pas lieu où ils pouvaient discuter, il y avait une quantité de savoir qui fichait le camp dans le sable et qui disparaissait. On avait ce contexte-là. Et la Vendée justement est un lieu où il y a beaucoup d'entrepreneurs, les gens sont très entreprenants, c'est pas un pays riche la Vendée. Et puis il y a beaucoup de gens qui fabriquent des choses de leurs mains. En fait, il y a les anciens, il y a les nouveaux, et puis tous les anciens qui ont dit écoute Pépé, t'es trop vieux, tes savoir-faire, on les a transférés en Chine. Si tu pouvais mourir tranquille et sans faire de bruit, ça serait sympa. Et puis les petits jeunes qui arrivent en disant moi je veux fabriquer ma maison, je veux bricoler, je veux faire des trucs, mais où est-ce que je vais apprendre ça? Donc, on s'est dit pourquoi pas justement trouver un lieu qui s'appellerait la Forge des possibles, où les gens, les anciens, les nouveaux, pourraient se croiser autour d'objets traditionnels, et puis peut-être pouvoir rajouter dedans des trucs un peu plus modernes, une imprimante 3D, des choses comme ça. En fait, c'était un prétexte. C'était surtout un prétexte pour que les gens se croisent et discutent, et partagent leur savoir. Et tout ce qui va sous-tendre, nous, notre envie, c'est le partage des savoirs. C'est pas vrai dans tous les Fab Labs. Quand on va avancer au fur et à mesure de la présentation, vous verrez que chaque Fab Lab est différent. Parce que justement, ça naît dans un lieu par des besoins locaux d'une communauté. Donc la communauté, elle est influencée par le lieu où elle est. La ville où elle est. L'histoire de la ville, son environnement industriel, son environnement social, économique.
Et donc les gens vont se regrouper dans un endroit particulier pour faire quelque chose qui les rassemble. Donc ce qui est au cœur de la notion de Fab Lab, c'est surtout la notion de communauté. C'est ça le socle. Des gens qui se mettent ensemble. Après, ils vont appeler ça Fab Lab, Hackerspace, Makerspace. On s'en fiche, c'est pas important. On est une communauté de gens qui ont envie de faire des choses ensemble et de partager des savoirs. C'est ça qu'on va garder en tête. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé le livre Fab Lab, etc. C'est-à-dire qu'on voulait parler des Fab Labs, mais qui est un petit peu devenu l'appellation MIT. Alors qu'il y a plein d'autres lieux, comme disait Laurent, voilà, qui peuvent être aussi des espaces de coworking qui incluent un Fab Lab, qui peuvent être des hackerspace, des makerspace, voilà. C'est pas, on n'est pas forcément, on n'appelle pas ça forcément un Fab Lab. Et la deuxième chose aussi, c'est que le logo donc, du MIT que vous avez vu tout à l'heure, les Fab Labs en fait adhèrent à la charte. Et donc en fait il y a aussi le principe avec donc, les machines à commande numérique, il y a une liste de machines que tous les Fab Labs doivent avoir. Parce que l'idée c'était de se dire, ce que je fabrique à Boston, je peux le fabriquer en Nouvelle-Zélande, on peut s'envoyer les fichiers, on a les mêmes machines, elles sont compatibles, donc je peux faire la même pièce d'un bout à l'autre du monde. Voilà. Ça c'est, il y a une charte des Fab Labs, et dans la charte des Fab Labs, il y a des machines à avoir, etc. Il y a des notations de Fab Labs. Donc avec des lettres A, B, C en fonction de si vous avez une imprimante 3D, si vous avez une découpe laser, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est assez spécifique au Fab Lab MIT, donc estampillé on va dire MIT avec le gros logo. Après vous pouvez trouver d'autres endroits qui ont aussi des machines similaires mais qui ne sont pas forcément dans ce réseau. Voilà, c'est pour préciser le titre du livre. Donc, ce que me disait Ophélia, il y a tout un spectre en fait, de gens qui sont mus par ce même désir et cette même envie. Donc nous on parle un petit peu des Fab Labs parce que c'est ce qu'on a créé, mais à côté de vous, si vous regardez bien, vous avez des associations justement qui permettent de mettre des anciens et des nouveaux pour travailler, pour bricoler, qui se réunissent dans un garage ou dans une maison de salle des fêtes, une MJC, n'importe où, ils font la même chose en fait. Il y a des gens qui ont créé ce qu'on appelle des hackerspace, et un tout petit peu plus fermés, ils ne sont pas ouverts au public, ils vont plutôt avoir tendance à se coopter. Entre eux, ce sont des gens qui vont travailler. Ils ne vont pas forcément chercher à voler vos cartes bleues, c'est pas ça. Hackerspace, c'est des bidouilleurs, c'est des gens qui vont se mettre ensemble pour détourner des objets, pour leur faire fabriquer ce à quoi ils n'étaient pas initialement prévus. Et puis vous allez avoir des Fab Labs, et puis vous allez avoir ce qu'on appelle les lieux de coworking. Alors, le coworking, c'est très à la mode, c'est quoi? C'est des gens qui vont aller s'assembler dans une sorte de bureau virtuel pour travailler, pour pas aller dans une entreprise, mais se retrouver dans un endroit où on va travailler ensemble pour partager des idées. Mais tout ça, ça part de la même démarche, se rassembler pour travailler ensemble. Donc, il y a toute une espèce de palette de lieux différents. Et en général, les discussions deviennent très vite stériles en disant « moi je suis dans un Fab Lab, moi je suis dans un hackerspace, moi je ». Donc chacun sur son petit curseur dans cette palette. En fait, il suffit qu'on se mette d'accord, nous on dit « ok, c'est bien, on s'en fiche, l'important qui est derrière, c'est ce que l'on fait ». On est tous dans des makerspace, parce qu'il n'y a pas de mot français. Essayez de traduire maker en français, bidouilleur, fabricant. Ça, on n'a pas encore trouvé le bon terme. Voilà. Nous, les Fab Labs, on dit des Fab Labeurs. Bon, c'est pas joli. Donc, il y a tout à inventer. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce truc-là, c'est pas vieux. Ça s'invente, c'est en train de se faire devant vos yeux. Donc on n'est pas là en train de vous présenter quelque chose qui existe depuis 10 ans et qui a des règles. Non, c'est pas figé du tout en fait. Ouais. C'est ultra vivant, ça change tous les mois, tous les 6 mois. Ce qu'on a déjà dans le bouquin, certains trucs sont obsolètes. Ce que je vous présente aujourd'hui, il y a des photos, il faudra les remettre à jour. Ça bouge à une vitesse phénoménale. Et il y a beaucoup de convergence aussi, il y a des hackerspace qui sont devenus, Fab Lab, qui mettent les deux ensemble en fait, hackerspace, Fab Lab, comme l'Electrolab, qui au départ, qui est à Nanterre, qui au départ était un hackerspace et qui aujourd'hui devient un grand hackerspace et Fab Lab. Voilà, le NIBIC de Nancy aussi, au départ c'est un projet de hackerspace qui est devenu un Fab Lab adhérent à la charte MIT. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette charte MIT? Il y a une petite charte qui a été pondue. Vous la signez ou vous la signez pas, c'est pas grave. Elle dit voilà, vous ouvrez un lieu où des gens vont pouvoir se rencontrer, pour pouvoir faire des choses, échanger, partager. L'important c'est que vous puissiez soit ouverte à un maximum de personnes, au moins une fois dans la semaine ou une fois dans le mois, etc., etc. La charte est très peu contraignante. L'important c'est surtout que vous puissiez vous rencontrer pour travailler, fabriquer des choses et surtout partager. Même les savoirs, et ça va adresser le problème de la propriété intellectuelle par exemple. D'accord ? Donc la charte, elle est très simple, il y a 4-5 points. L'important, c'est qu'on peut se croiser, on peut partager. C'est ça que ça dit, c'est tout. Après, vous dites, j'en fais partie, j'en fais pas partie, c'est pas grave. Les gens vont dire, je fais partie du MIT, pas du MIT, c'est pas grave, on s'en fiche. Et cette charte permet en fait d'avoir une espèce de petit ADN commun. Ce qui fait que si vous allez à Yokohama, vous allez aux États-Unis, vous allez en Afrique,
Vous allez en Inde, si vous allez dans un Fab Lab, si vous avez pratiqué un Fab Lab quelque part, vous allez trouver des gens qui sont dans la même opinion que vous allez pouvoir partager, vous allez vous retrouver facilement. Et c'est tout ce que ça fait. Et au départ, mais ça on pourra en reparler de discussion initialement, une partie de la charte des Fab Labs permettait justement de dire, ça a évolué, de dire si vous êtes un Fab Lab, vous devez avoir un certain nombre de machines communes à tous ces lieux. Parce qu'il est important que si je fabrique quelque chose à Lyon, je puisse la refabriquer à l'identique au Japon, je puisse la refabriquer à l'identique en Afrique. Donc la première approche du MIT, la première approche était très technologique. Ça consistait à dire on doit pouvoir partager les savoirs, de refaire ailleurs dans le monde ce qui a déjà été fait à un autre endroit. Donc, vous devez avoir des machines identiques ou très proches les unes des autres. Ça, c'est un petit peu vécu. Parce qu'avec le mouvement des Fab Labs qui s'est très rapidement étendu, si vous êtes au fin fond du Brésil, la machine américaine, en fait, vous ne la trouvez pas, ou c'est très cher à maintenir, ou les pièces détachées, vous n'allez pas les avoir. Il faut être pragmatique. Donc les gens sont devenus de plus en plus pragmatiques, et le côté mécaniste de la chose s'est un petit peu effacé, pour être supplanté aujourd'hui plus par le côté social, c'est-à-dire le côté communauté. Et la machine est moins importante, c'est pas grave. Si j'ai un plan pour une machine, eh ben, ça va faire partie des projets de l'adapter pour une nouvelle machine. Et la machine devient secondaire par rapport aux besoins initiaux. Mais il n'empêche que vous allez quand même fournir un certain nombre, une palette d'outils, de marques différentes, de tailles différentes. C'est pas grave, l'important c'est qu'elle soit là. Par exemple, une découpe laser. C'est tout bête, une découpe laser, ça coûte très cher, mais c'est la machine phare. Vous voyez là de côté l'imprimante 3D. Les gens vous en parlent beaucoup. Si vous regardez la télé aujourd'hui, si on vous parle d'un Fab Lab, on vous montre une imprimante 3D. On regarde, ah, c'est les lieux où on fabrique des imprimantes 3D. Non, pas du tout. Absolument pas. C'est un lieu où il y a des outils, dedans il y a en effet des imprimantes 3D. Et pour des gens qui aiment bricoler, aujourd'hui, fabriquer une imprimante 3D, c'est l'équivalent de fabriquer un poste à galène il y a 100 ans. C'est le grand œuvre. Parce que vous devez travailler sur une coque, vous devez travailler sur des moteurs, vous devez travailler sur de la programmation, de la plasturgie, de la fonte de plastique, vous travaillez sur de la programmation. Donc en fait, dans une imprimante 3D, quand vous réussissez à la fabriquer, à la concevoir ou à la modifier, en fait, c'est votre grand œuvre parce que vous allez toucher à plein de domaines aujourd'hui nécessaires à connaître dans la fabrication. C'est ça qui est important. L'imprimante 3D en tant qu'outil, en tant qu'objet, est aussi importante que le clou, que le marteau ou que la ponceuse. Ce n'est rien d'autre. Mais aujourd'hui, ça existe. Et on va revenir aussi pourquoi l'imprimante 3D c'est important. Et c'est pour un autre objet. Si vous allez dans un Fab Lab, vous allez peut-être trouver de l'imprimante 3D, vous allez trouver des fraiseuses, des défonceuses, numériques ou pas. Vous allez trouver les découpeuses vinyles pour faire des pochoirs, de la signalétique, faire des t-shirts, ce genre de choses. Une découpe laser, tout simplement, c'est comme une imprimante, mais au lieu de mettre de l'encre, c'est un faisceau laser qui va venir découper, qui vous permet de découper les choses, de les graver de manière extrêmement précise. Et si vous commencez à fréquenter un Fab Lab, ce que je vous souhaite, vous verrez que quand vous ne venez pas pour l'imprimante 3D, vous allez peut-être venir pour voir une imprimante 3D, mais si vous revenez, c'est pour vous servir des découpeuses laser. Parce qu'avec ça, vous travaillez le cuir, le papier, le coton, le bois, le plexiglas, toutes ces choses-là. Et ça, c'est top. C'est de ne pas juste fabriquer des petites cochonneries en plastique avec une imprimante 3D. On va revenir à ça. Des têtes de Yoda, des choses comme ça. Donc il a décidé de ne pas marcher, donc on va le faire à la main à l'ancienne. Alors, Fab Lab, vous voyez un petit peu des endroits comme ça qui apparaissent, de gens, c'est des lieux très locaux, de gens qui se mettent ensemble pour partager des machines, des savoir-faire et des connaissances. Est-ce que c'est trois pelés intendus au fin fond de la Bretagne ou de la Vendée ou tout ça, hein? Non. C'est un mouvement mondial, cette carte est déjà obsolète. Le nombre de Fab Labs double tous les ans, à peu près. Et la France est le deuxième pays à avoir le plus de Fab Labs au monde. Oui. Après les États-Unis. La France est en plein dynamique. Alors aujourd'hui, si vous allez sur un site qui s'appelle fablab au pluriel.io, c'est le site qui recense les Fab Labs qui décident de se déclarer, qui ont une certaine assise. Aujourd'hui, en France, on en est à 53. Si vous commencez à gratter, vous regardez sous la carpette, vous secouez un tout petit peu le fond des tiroirs, en fait, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a plus de 93, près d'une centaine de projets dans des états d'avancement divers et variés. Les 53, c'est ceux qui sont centrés MIT. C'est ceux qui sont déclarés adhérés à la charte. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus, en fait. Enfin, les équivalents de Fab Labs. D'accord. Et vous voyez, dans le monde entier, États-Unis, en effet, c'est normal, c'est l'accéder, c'était porté par un mouvement américain qu'on appelle le programme STEM. Parce que les Américains se sont rendus compte qu'en fait, ils ne savaient plus fabriquer, ils n'avaient plus d'ingénieurs. Les compétences d'ingénierie avaient disparu petit à petit. Un truc où ils se sont fait très mal, c'est quand ils ont voulu relancer le programme pour aller sur Mars.
et qui se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient même plus capables de fabriquer la fusée Saturn V qui avait envoyé d'emmener les hommes sur la Lune il y a 30 ou 40 ans. Ils ne savent plus faire. C'était parti. Et dans l'industrie, ils ne trouvaient plus d'ingénieurs. Et à force d'avoir emmené tout dans le monde entier à l'extérieur pour la recherche du coût ou pas, en fait, ils n'ont plus cherché à travailler sur l'ingénierie. Donc il y a un programme qui s'est mis en place à l'américaine, qu'ils ont appelé STEM, qui consiste à redonner goût aux enfants, aux étudiants, à devenir un ingénieur, à comprendre les choses, comment elles vivent, comment elles marchent, toutes ces choses-là. Et donc les Fab Labs aux États-Unis ont été portés un peu par ça. Dans des écoles, primaires, secondaires, universités, des lieux sont apparus, estampillés Fab Lab. Et donc aux États-Unis, le Fab Lab a un côté très universitaire. Dans le reste du monde, c'est absolument pas le cas. Dans le reste du monde, un Fab Lab, c'est des gens qui se mettent ensemble et puis qui montrent tout ce qu'on vous a présenté. Donc les États-Unis, c'est sympa, mais en fait, l'Afrique, l'Amérique du Sud, c'est en train de monter très vite. Ce qui est en train de se développer à une vitesse grand V, si vous regardez le Brésil n'a quasiment pas trop de marqué. En fait, là, en ce moment, c'est en train de faire un boom monstrueux. Le Brésil, c'est une économie ultra puissante, c'est une jeunesse, ce sont des gens qui ont peu souvent accès à le savoir, il faut bien le voir. Donc les Fab Labs, c'est parfait, parce que c'est un lieu où on va apprendre des choses soi-même, en créant sa petite entreprise locale, en redécouvrant un certain nombre de choses. C'est un boost économique formidable. Donc le Brésil, regardez bien de ce côté-là, ça démarre très fort. Du côté de l'Est, là-bas, vous voyez pas trop. Parce que dans ces cartes, on l'a prise, ils n'étaient pas trop enregistrés, puis ils n'aiment pas trop se faire enregistrer. La Russie, 200 prévus cette année. Et là, on ne vous parle pas d'un truc qui s'appelle la Chine. Vous savez, en Chine, les gens qui se regroupent pour faire des trucs, pas trop. Hein. En général, on va vous retrouver sous forme de rate, de rein, avec une petite balle dans la tête, ce genre de choses. On n'aime pas trop les gens qui font des choses par eux-mêmes. En ce moment, les Fab Labs en Chine, c'est en train de prendre plus que pied. La Chine a compris un truc, c'est que c'était une usine de production formidable. On fabriquait, puis les gens maintenant disent, mais oui, je veux fabriquer des choses moi-même, je ne veux pas fabriquer pour les autres, je crée pour moi-même. Les gens qui sont à Shenzhen, qui est je dirais le poumon de pollution où on fabrique tout, sont en train de se dire, c'est en train de se vider chez nous. Les gens en fournissent de moins en moins de travail à Shenzhen, à cause de la crise, etc. Qu'est-ce qui va nous faire nous sauver, c'est tout simplement si on est capable d'être créatif et de fabriquer des choses. Un des premiers Fab Labs chinois est en train de se créer à Shenzhen. Et dans le pays, il y en a de plus en plus qui apparaissent. Donc on est en train de couvrir petit à petit le monde. Le plus au nord, celui là-haut, il est très sympa, en Norvège, là-haut. Si vous avez envie d'aller faire une petite retraite sympa, il y en a un qui se fait dans une sorte, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est Kandisba. C'est un des tout premiers Fab Labs qui a été monté. Il est formidable, donc c'est un monsieur qui s'installait là-bas, lui il avait besoin de suivre ses rennes qui partent en transhumance. Ils allaient très loin, il avait besoin de leur mettre un capteur pour savoir où ils étaient. Donc il a monté un Fab Lab pour ça. Et puis là-bas maintenant, c'est Aachen, c'est un type très sympa. Si vous avez envie de faire un tour, il reçoit du monde, il est isolé, très ermite, mais il y a un Fab Lab très loin dans le nord, là-haut. On fait de très jolies choses. L'Afrique, ça démarre. Bricolé avec peu de moyens pour fabriquer des choses et des objets qui n'existent pas, l'Afrique, ils sont très bons. Ils n'ont pas encore démarré de manière formelle, de manière informelle, l'Afrique est en train de partir très vite. Et ailleurs dans le monde, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tous les ans, c'est doux. D'accord? Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui n'est qu'un tout petit instantané de quelque chose qui est en plein bout. Si vous êtes curieux aussi, vous pouvez regarder hackerspace.org qui liste tous les hackerspace. Oui, et là vous vous rendez compte qu'il y a un autre monde encore qui s'ouvre. Ouais. Et après, il y aura encore d'autres choses. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un Fab Lab? Vous avez un lieu qui est à côté de chez vous, il y a des gens sympas qui se regroupent, vous en mettez à votre disposition des outils. La première chose qu'en tant qu'être humain vous allez faire, c'est peut-être, si vous avez bricolé, c'est de fabriquer un objet de votre quotidien qui vous manque. Donc beaucoup de gens viennent dans un Fab Lab fabriquer des choses qu'ils ne trouvent pas dans le commerce. Donc ils ont besoin, qu'ils ont envie de personnaliser pour eux. Alors ça c'est un exemple, c'est un implant qu'on a retrouvé en métrique américaine, qu'on a adapté, qu'on a découpé sur la découpeuse laser pour fabriquer un bel truc pour ranger des couverts dans le premier Fab Lab qu'on a monté. Parce que les couverts ils traînaient partout. Puisqu'un Fab Lab est un lieu de vie, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc c'est un endroit où vous ne travaillez pas, où vous vous amusez pas, où vous ne vivez pas, et vous faites les trois ensemble. Vous installez, vous vous posez. La première chose qu'on va mettre dans un Fab Lab, c'est pas une découpeuse laser, c'est pas une imprimante 3D. C'est un canapé, c'est une cafetière. Dire un frigidaire. Un frigo. Se rassembler, discuter, parler. Ce qu'on faisait dans le temps au café. Il n'y a plus de café. Waouh! Vous vous retrouvez dans un endroit, la meilleure manière de briser la glace et d'échanger avec votre voisin, c'est autour d'un verre, c'est autour de quelque chose que vous grignotez, c'est quelque chose que vous échangez. Donc les premières choses qu'on va voir dans un Fab Lab, c'est se poser
Et les premiers trucs qu'on va bricoler en général, bah, c'est ce qui nous manque. Donc, de quoi ranger différents outils, différentes choses. Ce qui est rigolo, c'est que ce plan, on l'a récupéré sur Internet, puisque les Fab Labs, c'est de l'échange de savoir. Donc quand vous fabriquez quelque chose, vous récupérez de la part d'un autre Fab Lab, ou d'ailleurs dans le monde, un objet, un plan. En général, ça ne correspond pas à vos besoins. Par exemple, ce plan, il a été fait pour des Américains. Les Américains, je crois que c'est la seule nation encore qui travaille avec ce qu'on appelle les mesures impériales. Les inches, les pouces, tous ces trucs-là. Il y a eux et je ne sais plus quoi. En Angleterre aussi. De moins en moins, non, le système officiel est passé en métrique en Angleterre. Ah oui, officiel, ça c'est autre chose. Voilà. En pratique, le système reste aux États-Unis totalement impérial en Angleterre. C'est vrai, ça reste. Quand vous prenez un truc qui est fait pour une épaisseur et qu'on vous dit, voilà, vous voyez, il y a les petits embrèvements qui sont là pour que ça se clique l'un de l'autre, c'est fonction de l'épaisseur de votre bois. Or, bien entendu, les épaisseurs de bois américains sont exprimées en 3/4 d'inch, machin, ainsi de suite, tandis qu'en France, c'est 5 mm, 3 mm, 5 mm. Si vous prenez votre plan, vous le mettez dans la découpeuse laser, vous vous contentez juste de faire une petite guise à l'échelle, vous imprimez le print, ça va découper, mais les trucs, ils vont pas rentrer l'un dans l'autre. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est frustrant. Donc, les premières choses que vous faites, c'est que vous prenez un plan, puis vous l'adaptez. Vous dites, bon, bah, je change ça, je tire un petit peu, je le rends un petit peu plus grand, peut-être que j'ai un tiroir Ikea qui est plus grand que ce qui se fait aux États-Unis, je modifie. Je fais mon objet pour moi, je l'ai modifié. Ce qu'on vous demande de faire dans un Fab Lab, c'est de ne pas payer. C'est gratuit. Mais en échange, votre savoir, ce que vous avez modifié, ce que vous avez fait, vous le remettez dans le pot commun pour que quelqu'un d'autre puisse repartir sur ce que vous avez fait pour aller plus vite. Ne pas réinventer la roue. Pouvoir l'améliorer aussi et le redocumenter à nouveau, etc., etc. Le traduire. Le traduire aussi. Changer ce genre de choses. D'accord ? Donc dans un Fab Lab, vous venez fabriquer des trucs, on ne vous demande pas quand vous rentrez votre carte d'identité, on ne vous demande pas de payer ou très peu, ça peut être associatif avec ce genre de choses, mais ce n'est pas un lieu essentiellement d'échange où on vous vend quelque chose, vous achetez quelque chose. La monnaie principale des Fab Labs, c'est le savoir et la bonne volonté de remettre dans le pot commun ce que vous faites. C'est bâtir sur le savoir des autres et redonner votre savoir aux autres. C'est ça le cœur. D'accord ? Une fois qu'on a ça en tête, vous avez compris le lieu. D'ailleurs, quand vous entrez dans un Fab Lab, vous allez soit être accueilli par le Fab Manager, mais pas forcément, vous pouvez être accueilli par n'importe quelle personne qui se trouve à ce moment-là dans le Fab Lab. Et les personnes qui vont vous apprendre à utiliser des machines, c'est peut-être quelqu'un qui a appris à s'en servir il y a 2 mois, qui maintenant maîtrise la chose et qui va vous montrer voilà, comment faire. Donc c'est vraiment, voilà, c'est partage de savoir, mais on fonctionne aussi beaucoup à l'horizontale, voilà, avec un partage aussi de la transmission, basé aussi sur le volontariat. On peut demander aussi, voilà, qui veut donner une formation à la découpe laser, et puis quelqu'un va dire, ah, moi, tiens, je ferais bien ça, ok, allez, on y va, voilà, ou de l'Arduino. Alors ça c'est important, Ophélie a dit un mot qui est important, c'est l'horizontal, pair à pair. C'est comme ça qu'on travaille dans un lab. Donc on a le mot qui est arrivé, je vais le présenter un petit peu plus tard, mais c'est pas grave, c'est Fab Manager. Quand vous avez un lieu, une communauté, et les lieux, les gens qui sont ici, ils sont pragmatiques, vont dire mais comment ça marche? Qui est-ce qui vérifie qu'on ne va pas vous prendre comment ça s'appelle, que vous remettez le matériau en place, etc. Il y a ce que l'on appelle le Fab Manager. Alors le mot est peut-être un peu malheureux parce que manager, c'est le mot de manager, et c'est pas ça. Un Fab Manager, c'est la personne qui va vous accueillir et qui va servir de marieuse. Ah, tu viens pour faire une boîte à sardines ou tu viens pour faire une lampe. Tu ne sais pas comment faire. Je suis le Fab Manager, mais c'est pas moi qui vais te dire comment faire. C'est pas moi qui vais le faire à ta place. Moi, je sais pas faire. Je sais rien faire, en fait. Je vais t'accueillir avec un grand sourire. Puis je vais te dire que Jean-Claude qui est à côté, Jean-Claude, lui, la semaine dernière, il est venu faire un truc sur la découpe laser. Il a prototypé un objet comme ceci, comme cela. Si ça serait bien que tu parles avec Jean-Claude. Jean-Claude, je te présente Marcel. Marcel, Jean-Claude. Et essayez de travailler ensemble. Ah, vous voulez utiliser cette machine. Bon, je vais vous donner les consignes de sécurité. Vous apprenez à vous en servir. Une fois que vous saurez, c'est bien. Une troisième personne arrive. Ah bah tiens, Jean-Claude, il sait se servir les découpeuses laser. Il est en train de montrer à Marcel. Mets-toi avec lui, discutez. Donc ce qui va se passer, c'est que l'échange de connaissances ne va pas se faire par un sachant qui est là, qui est la personne qui est en charge, et qui va rester sur son petit ador, tel le dragon, en disant « moi je te donne l'information que je vais te donner ». C'est pas du tout ça. Son but, c'est de faire tout à fait le contraire. C'est comme dans les écoles, on fait de la pédagogie inversée ou de l'apprentissage par le faire. On vous demande, en fait, entre vous, d'échanger vos savoirs. Et ces savoirs sont de tout ordre et de tout niveau. Ça peut être utiliser une machine, mais ça peut être aussi de participer à la vie du lieu, tout simplement parce que vous amenez une recette de cuisine, vous amenez un tour de main, vous parlez une langue étrangère, ou vous savez aider quelqu'un qui ne parle pas bien le français à l'aider à traduire quelque chose.
Tout ça, ce sont des savoirs pratiques que vous pouvez échanger avec quelqu'un. Tout le monde sait faire quelque chose. Tout le monde a des, comment dirais-je, des qualités et sait faire un truc. Et pas uniquement technologique. Donc, quand vous allez sur place dans le lab, c'est ça, qui va vous être mis en fait à disposition. C'est le fait de pouvoir utiliser les savoirs des gens autour de vous de manière gracieuse et sans jugement. Sans jugement, c'est très important. On va revenir dessus. Quand vous êtes dans un lab, on ne juge pas ce que vous faites. On ne vous donne pas de notes. Si vous plantez, c'est très bien. On va vous dire, waouh, ça m'intéresse. Tu t'es planté, tu as fait une bêtise, tu n'as pas bien marché, ça ne fait pas exactement ce que tu veux. Tu as pris le plan américain, tu l'as mis dans la découpeuse laser, tu l'as découpé, puis après ça ne marche pas ensemble parce que tu te rends compte qu'il y a des inches et puis des centimètres. On va le documenter. Quelqu'un d'autre ne fera pas la même bêtise. L'essai et l'erreur fait partie du protocole d'apprentissage. D'accord? Donc dans un lab, on va fabriquer des objets aussi, on va prototyper des objets, on va avoir des idées. Ça, cette lampe, elle a été faite par justement Jean-Claude, qui dans la semaine, il travaille dans une imprimerie, il fait des rotatives, il regarde les rotatives. Puis pendant le week-end, c'est un tourneur sur bois, alors il regarde le bois qui tourne dans l'autre sens, il tourne dans le bois. Il était venu là pour se fabriquer un tour qui soit automatisé. Il ne voulait pas l'acheter. Ce qui l'intéressait lui, c'était d'automatiser son tour pour faire un tour à copier avec des moteurs. Donc il est venu voir si on pouvait lui apprendre. Il lui a dit non, on ne va pas t'apprendre, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider à le faire. À prendre des moteurs, à piloter des petits moteurs pas à pas pour pouvoir piloter sa fraise, pour pouvoir refaire une fraise de copiage. Ce qu'il a d'ailleurs appris, mais très vite il a basculé, il a vu qu'il y avait des découpeuses laser, il voulait une super lampe de bureau, il l'a inventé, il l'a dessiné, il a appris à utiliser les logiciels de dessin en 2D, qu'il a fait relativement vite, et en 2-3 jours en fait il a dessiné et fabriqué cette lampe. Bon, elle est lourde, hein, elle pèse 5 kg, c'est du médium de 5 mm. Ok, mais elle est belle, elle est fonctionnelle, elle fonctionne. Et Jean-Claude, il a appris à servir d'un logiciel de dessin 2D, de la découpeuse laser, de l'assemblage, et en même temps, il a appris à d'autres qui venaient. Et on a découvert Jean-Claude qui est un super tourneur, parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, il n'a jamais dit que c'était un super tourneur. 3 ans après, en fait, je sais que c'est quelqu'un qui est super connu en fait dans le monde, mais je ne le savais pas. C'est le genre de gens que vous allez croiser dans un Fab Lab. Pour faire se passer un peu plus vite, parfois de temps en temps vous avez besoin d'avoir des idées et de les transformer. Vous voulez faire un plan d'aménagement, vous allez avoir une boutique à monter, vous avez quelque chose à modifier. C'est très facile, une petite découpeuse laser, de fabriquer très facilement, tac tac tac, de découper des pièces, de les assembler, de les coller et de donner corps à une idée, de le tester, de regarder. C'est relativement rapide. On a beaucoup d'architectes, d'étudiants architectes qui viennent et qu'on chasse à coups de balai d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui viennent utiliser le lieu, en disant « Oh, j'ai un projet à faire pour mes études, il faut que ce soit fini demain. » Bah ouais, c'est bien. Est-ce que je peux avoir une découpeuse laser? Bah non. Non, en fait, non. Parce que vous venez consommer. Vous venez utiliser une machine, on ne vous reverra pas. Vous ne donnez rien au lieu. En fait, vous êtes vous absorbez ce qui s'y passe, mais il n'y a rien qui est redonné en échange. On veut bien vous laisser la découpeuse laser si venez faire un atelier. Vous êtes étudiant en architecture. Vous avez peut-être des tas de choses à nous enseigner sur comment monter un mur droit, comment faire une pièce, c'est quoi les équilibres, les proportions dans une maison. Vous avez des tas de choses à apprendre. Donc, qu'est-ce que vous donnez en échange? Quel est le savoir qu'on va mettre ensemble? Et si vous rentrez dans cette démarche, tu es étudiant en architecture, tu as un projet, ok, bienvenue. Mais en échange, tu vas donner quelque chose. C'est juste venu consommer, vous ne reviendrez pas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'architectes qui font des Fab Labs. Bureaux d'architectes qui créent des Fab Labs. Il y en a à Paris, le WOMA. Le WOMA, ouais. Dans le 19e. Si ça vous intéresse, si vous êtes un petit peu intéressé par votre architecture, ils sont plutôt sympas, ils sont assez récents, hein, c'est tout neuf. Mais le WOMA, c'est ça, c'est un bureau d'architecte de quartier, c'est une fabrique de quartier, ils appellent ça une fabrique de quartier. C'est derrière le canal de l'Ourcq, c'est pas loin de la cité ici. C'est l'euro comme l'euro? C'est le WOMA, c'est W-O-M-A. W-O-M-A. Ils sont dans le bouquin. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans un Fab Lab? On hack. Je vais prendre votre carte bleue, j'ai regardé le numéro qu'il y a dedans. Oui, d'ailleurs, je voulais dire, par rapport au fonctionnement à l'horizontale et le partage des connaissances, c'est exactement la même chose dans le monde des hackers et des hackerspace. Voilà, et tout ça vient des années 80, du logiciel libre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment ce principe du logiciel libre, de l'open source, du partage des connaissances pour construire quelque chose ensemble. Oui. En fait, c'est la transposition dans le monde réel de ce qui s'est passé sur Internet. Sur Internet, ce qui s'est passé avec il y a eu l'ordinateur individuel. Après l'ordinateur individuel, on vous a mis de quoi taper Word ou des équivalents et faire des petites feuilles de calcul.
très rapidement, on a commencé à les brancher. Internet est arrivé. C'était une révolution, ça. Et puis plutôt que d'utiliser une machine, l'ordinateur comme une machine à écrire, le jour où j'ai eu Internet, en fait, je ne suis plus devenu consommateur de livres, je suis devenu producteur. Individuellement, c'était facile de créer un blog, de faire ce genre de choses. Individuellement, ça m'a ouvert en tant qu'individu qui normalement était en réception, je suis devenu émetteur. Et puis je suis devenu membre de communauté. Aujourd'hui, on va vous parler de réseaux sociaux, de plein de choses. C'est bien, c'est pas bien, on s'en fiche, le problème n'est pas là. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Internet, les gens ont pris l'habitude de partager des savoirs avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. On leur demande rien en échange, on est content de partager. On fait partie d'une communauté bienveillante, ou pas, mais on partage. Ça, si vous commencez à l'instancier dans le monde réel, parce que justement les ordinateurs sont là, ils sont partout, Internet est là, il est partout. Aujourd'hui, vous avez là, j'ai dans ma poche quelque chose que je n'aurais même pas rêvé il y a 20 ans quand j'étais gamin. Bon, enfin non, j'étais pas gamin, il y a 20 ans, c'est mieux. J'avais rêvé de scotch, par exemple, qui tient. 21e siècle, le scotch ne tient toujours pas. L'informatique, Internet, toutes ces choses-là sont dans votre poche, et puis maintenant, ils sont en train de rentrer dans vos chaussures, dans vos lunettes, dans plein de trucs, et puis aussi dans les machines. Les objets sont là, les machines sont connectées, les découpeuses, tous ces trucs-là, ça devient, on a la capacité d'avoir chez soi une capacité de production relativement facile. Quand vous mélangez tout ça dans le même panier, des gens qui partagent les uns avec les autres, dans le monde réel, qui se recroisent, qui s'enseignent des choses, à la manière d'Internet, mais physiquement. C'est plus derrière un écran en disant j'aime, j'aime pas, je suis ton ami, je suis pas ton ami, ce qui est complètement vide de sens. Ça, c'est vide. Par contre, le besoin, c'est de se croiser, c'est de voir des gens, c'est de discuter, c'est de sourire, c'est de partager un verre. Donc le Fab Lab va ramener, ou d'autres lieux, tous les makerspaces, hackerspace, tout ce que vous voulez. Ces lieux-là, c'est des lieux où justement on va retrouver la capacité de partage d'Internet, mais avec des vrais gens, avec qui on peut discuter, avec qui on peut partager un verre. Et on apprend différemment et on échange mieux, et c'est beaucoup plus enrichissant au niveau personnel. Si on vous regarde en disant j'aime ce que tu dis, ou j'aime ce que tu fais, c'est mieux d'appuyer sur un bouton en disant like. Donc c'est pour ça, ces lieux-là, ça va vous permettre d'expérimenter avec des gens sympas autour de vous. De hacker. Le mot hacker, ça veut dire quoi? Il y a pareil en français, ça n'existe pas. C'est détourner, en fait. C'est prendre un objet, c'est faire quand on est gamin, moi je me rappelle, je faisais ça, j'avais pris des coucous, des horloges, je les avais démontées pour voir comment ça fonctionnait. Quand je les remontais, en général, elles ne donnaient plus vraiment l'heure. Hein, on a tous fait ça. Ou on l'avait bricolé, quand ça atteignait une certaine heure, ça faisait un petit contact, et puis moi ça allumait une lampe, ou un truc, ce genre de bidouille. C'est prendre un objet, s'arroger le droit de dire je veux comprendre comment c'est fichu dedans, et je me donne le droit de le modifier, pour en faire quelque chose qui me corresponde mieux, à mon besoin. Ce qu'on nous interdit aujourd'hui, quand vous achetez aujourd'hui, on est dans une posture de consommateur. Quand vous achetez un truc, on dit « oulala, si tu l'ouvres, tu vas casser la garantie. Tu ne seras pas remboursé. C'est pas bien. Il ne faut surtout pas regarder comment ça marche. Les objets chez Magic, tu les achètes, ça ne marche plus, tu le jettes. » Et puis il y a de plus en plus de constructeurs aussi d'ordinateurs qui soudent en fait les composants pour que vous puissiez échanger vous-même. Voilà. Et partout. Même pas la pile d'un iPhone. La pile d'un iPhone. Une Audi, vous achetez une Audi, certaines Audi en fait, vous ne pouvez pas ouvrir votre coffre. Pour ouvrir le capot, en fait, il faut une clé particulière que seul le concessionnaire a. Parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez être tenté d'aller changer l'huile vous-même. Donc mettre de la mauvaise huile. Donc en fait, vous pourriez casser la voiture, vous comprenez? Donc touchez pas. Vous n'avez pas le droit de toucher. D'accord? Quand vous allez quelque part aujourd'hui, on vous demande de signer les papiers. J'ai bien compris, droit de licence, j'abandonne les droits, je ne touche pas, j'utilise. Des tas de choses aujourd'hui, on vous les loue presque, elles ne sont plus à vous. Et ça, c'est terrible. C'est quelque chose qui fait que vous n'êtes plus maître du monde dans lequel vous êtes. Redevenir maître du monde dans lequel nous sommes, c'est de se donner le droit d'ouvrir les choses, de regarder comment elles marchent et de les modifier, nos pieds. Et puis si ça me plaît bien, d'en parler aux autres. C'est ça qu'on va faire dans le hackerspace. C'est ça qu'on fait dans un Fab Lab. C'est ça qu'on dit, j'ai le droit de maîtriser mon environnement. C'est ça, le droit inhérent. Et j'ai le droit de dire aux autres comment ça se passe. Et je ne vais pas être puni parce que je dis aux autres comment ça fonctionne. D'accord? Ça, c'est très important. Et c'est ce truc-là qui est au cœur du mouvement mondial qui est autour de nous. Reprendre le contrôle de ce qui se passe autour de nous. Oui, à un niveau très local aussi. Très local, mais qui se veut global dans la communication avec les autres. La Terre est toute petite. C'est tout petit, la Terre. Tous les gens partagent aujourd'hui que la mondialisation de l'économie, on partage tous les mêmes problèmes. Tous. On peut être au Brésil, on peut être en Russie, on peut être en Chine, on a tous les mêmes problèmes. On a les problèmes des machines qui cassent, des machines qu'on n'a pas le droit d'utiliser, ce genre de choses. On a besoin de réparer. De recycler. On a besoin de recycler. On a besoin d'utiliser des matériaux qui proviennent d'à côté et non pas de l'autre bout du monde.
les cycles courts, les recycleries, toutes ces choses-là, c'est superbement important. Mais si je peux obtenir facilement des matériaux à côté de moi, si j'ai pas un lieu dans mon appartement où je peux bricoler, ça ne sert à rien. Donc, les Fab Labs, les hackerspaces, tous ces lieux-là, ça participe aussi du mouvement des circuits courts, de la rappropriation de la manière de fabriquer, d'une nouvelle manière d'envisager l'économie, et surtout de dire on est arrivé au bout de quelque chose où la consommation à outrance qui vient du monde, de l'autre bout du monde, où on fait péter je ne sais pas combien de centaines de kilos de carbone pour nous amener quelque chose, une bêtise sur notre table, n'a plus de sens. On ne peut plus se permettre ça. Aujourd'hui, on est sur ce point de bascule. Ce point de bascule, il va bien falloir qu'il se passe. Soit ça va se passer dans une crise, soit on a compris que ça se passe, et on anticipe. Un Fab Lab est une manière d'anticiper ce qui va se passer demain. Comment demain, on se réapproprie les savoirs que l'on avait il n'y a pas très longtemps. Ma grand-mère, elle se faisait fabriquer ses sabots. Ses outils, elle les faisait elle-même. La production était locale, c'était fait pour elle. Il y avait les artisans qui font des choses de leurs mains. Ça, les artisans, il y en a de moins en moins. Un vrai ébéniste, un vrai menuisier, ce genre de choses. Aujourd'hui, on vient vous poser des trucs en aluminium, tout fermé, et le métier d'ébéniste est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on fait demain pour que les gens reviennent sur la fabrication locale, avec des produits locaux, dans un lieu où on peut échanger, retrouver l'artisan? On n'est pas obligé de tous faire nous-mêmes avec nos mains, mais on peut peut-être trouver quelqu'un à côté de nous qui maîtrise les processus de fabrication, dont les nouvelles machines qui existent aujourd'hui. Une découpeuse laser, des fraiseuses numériques, ça marche. Et je peux fabriquer des plantes à l'autre bout du monde. Et vous verrez aussi qu'en fonction des Fab Labs, si vous regardez sur Fab Lab Bio, vous vous renseignez, vous allez sur leur site, en fonction de ce qu'ils ont à côté d'eux, en fait, les Fab Labs peuvent parfois récupérer du bois, des matériaux. Je pense par exemple à l'Eco Fab Lab de Montreuil, qui est dans une zone industrielle, et en fait il y a pas mal de déchets de bois, de plastique, etc. Et donc ils ont l'autorisation de tout récupérer. Ce qui fait que avec leur grande équipe à bois, etc., ils ont vraiment un gros stock de matériel pour fabriquer, qui est donné gratuitement aux utilisateurs du Fab Lab. C'est ce que Britt disait. Quand vous montez un Fab Lab, vous êtes relativement peu argenté. C'est des petites structures, ça part de gens, d'initiatives individuelles. Vous récupérez les vieilles machines. Votre premier projet, c'est de prendre une machine qui ne marche pas, un vieux tour, une plieuse, un truc comme ça, puis la remettre en état. Un hackerspace qui est génial pour faire ça, c'est l'Electrolab à Nanterre. Ils sont super. C'est une caverne d'Alibaba. Il y a des oscillos, des machins, ils font les brocantes, ils achètent, ils revendent, ils vivent grâce à ça. Ils réparent. Eux, ils font ça, ils prennent, ils réparent, ils redistribuent. Ils vivent grâce à ça. Leur modèle, il est là. Si vous avez l'occasion, allez faire un tour à l'Electrolab à Nanterre. C'est pas loin, c'est facile. Excuse-moi, comment ça s'appelle? Electrolab. À Nanterre. Nanterre, ils sont dans le sous-sol, ils ont commencé avec 100 mètres carrés, puis là ils en sont à 1500. 1500? Ouais. Ils font des ateliers, ils sont ouverts tous les jours, c'est très très fort. Je peux poser une question là, parce que bon, dans le principe, c'est pas compliqué. Le problème, c'est le local, c'est qu'il a un coût. Ouais. Alors, on va en parler, il y a plein de modèles. L'Electrolab, eux, ils ont passé un deal avec la boîte qui est au-dessus, parce qu'en fait c'était un sous-sol pollué. Il y avait des peintures pourries, il y avait plein de choses très mauvaises. Donc ils ont dit, bon, on vous prend le local, on le dépollue en échange. Puis après, quand ils ont agrandi, ils payent un loyer symbolique, parce qu'en fait ils entretiennent le lieu qui n'était pas utilisé, donc la boîte est sympathique avec eux, c'est un échange. Le lab qu'on a monté à l'université de Cergy, le Fac Lab, c'est la fac qui nous fournit les mètres carrés. C'est facile. Le WOMA, ils ont un business model, ils font payer les gens autour, ils ont un local. C'est un cabinet d'architectes. En fait, vous avez le cabinet d'architectes et le Fab Lab. Si vous prenez le NIBIC à Nancy, c'est associatif. Donc, ils ont trouvé un petit local, une petite maison partagée avec un mec qui répare des vélos, un autre qui brasse de la bière, puis une asso qui s'occupe d'artistes. Voilà, donc ils se partagent un tout petit loyer, ils ne demandent pas d'aide de la mairie, donc c'est vraiment chacun son modèle. À Biarn, le Netiki, ils sont dans la mairie. Vous avez, dans le petit village, vous avez donc la grosse maison de la mairie, et puis il y a 2 salles qui sont pour le Fab Lab. Voilà. Donc c'est vraiment... C'est pour ça qu'il y en a peu à Paris. Le mètre carré est cher. Il y a très très peu de projets dans la région parisienne. Ou alors c'est des projets associatifs, on vous demande de partager 50 mètres carrés avec l'association, le machin, le bidule. Ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est compliqué d'avoir son lieu à soi. Vous prenez le petit Fab Lab de Paris.
Oui. C'est très drôle parce qu'ils sont avec, comment il s'appelle Noda, avec l'agence Noda. Noda. Ils sont vers Ménilmontant. Oui. Et alors c'est minuscule, et moi avant d'aller les voir, enfin c'était des photos sur leur site, je me disais bon ça doit quand même être assez grand, et en fait c'est un espèce de petit couloir, et donc ce sont eux là, dans le Écoutez, livre. c'est même pas long comme ça. Et c'est vraiment, c'est minuscule quoi, c'est vraiment minuscule, mais c'est super mignon. Puis ils ont une petite mezzanine avec des canapés, ils ont le petit jardin, la cour, donc c'est vraiment caché, enfin franchement ça vaut le coup, si vous passez dans le coin, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Alors comme ils sont petits, si vous avez envie d'avoir un projet, en fait, il faut que vous soyez coopté par le reste. Vous proposez ce que vous allez faire et quand tout le monde soit d'accord que vous pouvez le faire et on se débrouille. Parce qu'il faut vraiment faire de la place. Parce que voilà, c'est minimal. D'accord? Ça, c'est une charnière de machine à laver. Vous savez, la machine à laver que vous utilisez, vous avez appuyé 500 fois sur le bouton 500 tours, 1000 tours, ainsi de suite. Puis au bout d'un moment, elle pète la languette. Et puis on vous dit, je ne peux pas vous la réparer, monsieur, parce que la machine, elle a 3 ans, 4 ans, on ne la fabrique plus, donc il faut la changer. Tout ça pour une boîte en plastique ou pour une charnière qu'on ne fabrique plus. Bon, dans un Fab Lab, vous allez, vous dessinez l'objet, vous l'imprimez une fois, vous l'imprimez 2 fois, vous repartez avec votre objet, vous le remplacez, ça vous coûte 3 centimes d'euros, donc rien. Et puis ça tient ce que ça tient, vous avez réparé votre machine à laver, vous avez économisé 300, 400 euros, elle est repartie pour un tour. D'accord? Donc, c'est totalement pragmatique. Il y a beaucoup d'endroits où les Fab Labs servent aussi à ça. Ça, c'est la machine à laver de notre premier Fab Manager. Olivier, il a cassé sa charnière, il l'a vraiment réparé. On a pris mes 4, il a dessiné, ça lui a pris quoi, 2 heures. Et puis voilà. Et je crois qu'il se sert toujours de sa machine, il a eu un bébé puni et voilà. Quasiment un dernier truc qu'on peut faire, c'est surtout quand vous êtes dans un Fab Lab, ce qui va être intéressant. C'est que vous ne consommez pas, vous produisez. Donc quand vous produisez quelque chose, quand vous le fabriquez, vous rêvez, vous avez une idée. Ce que vous fabriquez, c'est ce qui vous coûte, ça tient à cœur à vie. Donc vous fabriquez des objets uniques. L'unicité. Ça reprend aussi à contre-pied toute cette logique, on a tous les mêmes fringues, on a tous les mêmes objets, on a tous les mêmes choses. Dans le lab, vous avez une chose qui vous gratte, vous dites je vais gratter mon envie, je vais faire ce que je veux pour moi, l'objet unique. Et ce faisant, parfois en faisant l'objet unique, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul à avoir ce problème. Et que votre voisin est intéressé, etc., etc. Les designers aiment bien ça, c'est des petits designers, leur idée c'était de dire voilà, combien de bagues différentes je peux faire à partir d'une petite plaque de contreplaqué de 15 par 20. J'ai une plaque de contreplaqué, combien de bagues différentes je peux faire avec? Donc ils ont dessiné avec la découpeuse laser la bague, ils ont découpé autant, puis ils ont farfouillé, des trucs de laiton, des chutes de cuir, du tissu, des machins, des bidules, ils ont fabriqué plein de bagues, ils ont fait toute une gamme. Et puis leur projet s'est très bien passé, c'est très rigolo. Et c'est des objets uniques. Donc un Fab Lab, c'est quoi? C'est des doux rêveurs qui se mettent ensemble pour boire un coup, etc., pour réparer des trucs, c'est très babacool, il n'y a pas de problème, on est tous frères. Non, il n'y a pas que ça. Dans un Fab Lab aussi, justement, vous avez créé un objet unique, vous avez créé quelque chose, on vous dit à tour de vous, mais c'est super ce que tu as fait, j'en voudrais un, j'en voudrais 2, j'en veux 4, j'en veux 5. Et puis de temps en temps, des gens se découvrent une vocation de dire pourquoi j'en ferais pas quelques-uns? Pourquoi je ne montrerais pas ma petite boîte? Pourquoi il y a de la demande? Ce serait bête de m'en priver. Et je peux être gamin, parce que j'ai fait le super petit t-shirt qui va bien, puis mes copains ils veulent mon petit t-shirt qui clignote quand je suis à vélo, puis que je dis je tourne à gauche, je tourne à droite. Et puis je peux être comme Josiane, qui elle était venue parce que sa fille elle était partie de chez elle, elle s'ennuyait un peu, elle voulait reprendre la couture. Elle a vu la découpeuse laser, elle est venue voir si elle pouvait découper dans du coton avec une découpeuse laser. Elle a découvert qu'on pouvait aussi découper dans le cuir, et puis qu'on peut graver. Et puis Josiane, elle a monté sa ligne, Comtesse Jojo. C'est sa fille qui l'appelle comme ça. Et puis elle a découvert des tas de techniques, qu'on pouvait graver, qu'on pouvait utiliser des presses à chaud. Elle a découvert une manière de travailler le cuir pour faire des coutures sans fil. Plein de trucs comme ça. Et puis Josiane, aujourd'hui, elle est super contente, elle est pimpante, elle court à droite à gauche. Elle expose, je ne sais plus où, chez Colette, elle a un truc Maison Violet. Ouais. Elle a aussi travaillé avec l'ajout d'électronique dans les tissus. Elle a donné aussi des ateliers, des garçons, je crois qu'ils voulaient se faire des sacs à dos avec des LED, etc., des circuits dedans. Enfin, voilà. Il y a vraiment eu un mix entre l'électronique et le tissu qui était très sympa. Très sympa. Ouais. Oui, Josiane. Et après, elle s'est vraiment découvert, c'est-à-dire quand on lui a demandé de faire des ateliers, elle s'est dit qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Et puis finalement, elle s'est lancée et ça s'est super bien passé. Ça se passe très bien. Et Josiane enseigne aux autres. Voilà. Sans savoir. Elle montre la couture, et des gens sont venus l'embêter, pas pour faire des trucs de haute qualité comme ça, juste pour dire
j'ai un zip qui est cassé ou j'aimerais juste reposer un truc ou faire une boutonnière. Les gens ont honte de dire je ne sais pas faire une boutonnière. Bah non, il n'y a pas de honte, on va t'apprendre, regarde, puis après tu montres aux autres. Donc ça, c'est une excellente approche. Il y a plein de personnes qui viennent pour ça, vu ce que disait Félia. Un gars qui était venu pour tout à fait autre chose, il voulait faire un truc un peu bizarre, il est reparti avec un super sac à dos de vélo, fait avec des anciens pneus pour pouvoir faire les branches, ultra, enfin, ça taille parfaitement, et je crois qu'il y a des tas de copains qui veulent le même. La machine à coudre, c'est une des machines non numériques qu'on trouve le plus dans tous les Fab Labs. Enfin, oui, c'est une Husqvarna qui est juste capable de travailler sur des tissus un peu épais, un peu de néoprène, elle fait du 5 mm de cuir. C'est pas une grosse bécane du tout, hein. C'est une machine que vous achetez à 200 € chez Husqvarna, on n'a rien de spécial. C'est juste pour montrer comment ça marche. C'est lequel? Dans presque tous les Fab Labs, on nous prenait pour des débiles mentaux au départ quand on disait on va mettre aussi une machine à coudre. On dit attendez, une machine à coudre, vous rigolez quand même. C'est pas numérique. C'est un truc de nana. Oui, mais en fait, truc de nana. Je suis un geek, je suis un machin, je veux faire mes gants, je veux faire des trucs qui clignotent, ce genre de choses. Mais si je sais pas coudre, j'ai quoi? J'ai un bout de fil avec 2-3 composants électroniques, ça veut rien dire. Si j'ai besoin de l'intégrer dans le gant, il faut que je sache coudre. Je veux me faire un pantalon particulier, il faut que je sache le faire. Mon sac à dos, si je... Ça s'improvise pas. Pardon? Vous avez une surjeteuse? J'en ai une qui est prévue cette année au FACLAB, oui. J'ai mon budget pour ça. Parce que j'ai eu la demande plusieurs fois en me disant, elle est bien votre machine. J'ai un monsieur qui est venu avec une vieille machine singée, vous savez, oui, avec la pédale. Avec la pédale, même pas la pédale, c'est une machine pour du cuir, elle travaille jusqu'à 1 cm de cuir. Et il y avait des pièces qui étaient cassées dedans. Donc il est venu la réparer. Et elle est super parce que tout le monde tombe en amour devant cette machine, parce que elle est belle. Elle est vraiment belle. Donc les pièces qui manquaient, il en a commandé un bout en Angleterre, il en a refaçonné un bout, il a tout remélangé, sa machine, ça y est, sa machine à coudre, elle remarche. Il va pouvoir reprendre son activité parce que lui, il s'en sert vraiment pour fabriquer des pièces en cuir. Et elle est superbement belle. On aimerait bien en trouver une à réparer, une ou une autre. Donc si vous avez des vieilles machines, je prends. Je lance un appel. Excusez-moi, Je vous en prie. si plusieurs objets sont produits, ça tourne à la petite entreprise qui gagne les sous. Un Fab Lab n'est pas un lieu de production. Alors ça, c'est un point de la charte aussi. C'est-à-dire que la charte des Fab Labs dit bien qu'une personne peut venir développer, par exemple, quelqu'un qui a une idée de start-up, etc., ou d'entreprise, peut venir développer son prototype dans le Fab Lab, mais ensuite, il ne peut pas se servir du Fab Lab pour le commercialiser, ou pour produire les pièces suivantes. Mais les personnes du Fab Lab peuvent faire le même. Oui. Et que vous partagez les plans. Bah oui, parce que vous venez du Fab Lab et vous documentez votre invention. Donc quelqu'un peut ensuite la reprendre, ça peut être repris pour un visée pédagogique. Ou à visée commerciale. Enfin, Ah pas oui, par le fait. ça peut, si, ça peut. Bien sûr. Ouais. Alors, quelle est votre position par rapport au brevet? Oui, voilà. C'est en Creative Merci. Commons. C'est en licence Creative Commons. Alors, voilà. Alors, Il y a plusieurs choses. Dans un Fab Lab, justement, par définition, vous venez créer quelque chose et vous venez le créer parce qu'il vous manque quelque chose. Autrement, vous n'avez pas besoin d'un Fab Lab. Vous venez parce que vous avez besoin de savoir, vous avez de la communauté autour de vous, tout d'un coup, elle va vous donner une idée que vous n'aviez pas initialement. C'est le hasard des rencontres. Vous êtes venu pour faire A et vous êtes revenu en faisant B. Bien. Il faut trouver une idée de produit, une idée de projet. Vous avez le droit, soit de le remettre dans le pot commun, vous en fichez, parce que vous êtes totalement altruiste, ce n'est pas le but, vous êtes fait plaisir, vous avez fait votre projet, c'est fini. Soit vous dites, il y a un besoin, les gens vont me voir, j'ai fait une innovation, c'est-à-dire j'ai croisé un public avec quelque chose que j'ai fait, les gens viennent me voir. Vous pouvez, une fois que vous êtes dans un Fab Lab, vous ne pouvez pas le breveter. D'accord? Puisque vous avez participé, la découverte de l'objet s'est faite avec plusieurs autres personnes. Il ne faut pas dire c'est moi l'inventeur, par définition. Par contre, dans les Fab Labs, on utilise ce qu'on appelle les Creative Commons, qui ne sont pas une vue de l'esprit totalement abstraite, comme ça, pas du tout, c'est écrit quand même par un prix Nobel. Et les Creative Commons, c'est une manière de protéger votre création, et de vous choisissez comment vous la protégez. L'avantage par rapport au brevet, c'est que c'est gratuit et mondial. Et vous dites, moi qui ai créé telle chose, je vous autorise à, soit vous dites de le reproduire exactement à l'identique, tant que ce n'est pas dans un but commercial, soit je ne vous autorise pas à le reproduire, je le documente, mais c'est juste à titre informatif. Soit vous pouvez dire, vous pouvez vous en servir, mais il faut me contacter si vous voulez le distribuer de manière à ce qu'on se mette d'accord sur une licence d'exploitation. Et vous avez l'antériorité, vous avez le fait que vous pouvez utiliser les créations d'autres personnes de la même manière en disant, reconnaissant leur participation en termes de Creative Commons. Vous êtes protégé, vous n'investissez pas des millions dans des brevets dont les Chinois se contrebalancent. By the way. By the way.
il s'embête pas. Il s'en De toute façon, fiche. il le copie. De toute façon, quand vous êtes petit, un brevet, même en France, on fait ce qu'on veut de vous. Je suis complètement d'accord. D'accord ? Ça bride l'innovation plus que... Donc ce sous-là, plutôt que de les mettre dans un brevet, vous l'investissez où? Vous l'investissez dans votre agilité, dans votre rapidité, dans votre recherche. Vous passez dans un autre modèle économique. C'est quoi l'industrie de demain? L'industrie des brevets aujourd'hui est un jeu qui se fait avec des grandes entreprises qui dépensent des millions. Entre entreprises, c'est une sorte de grand jeu d'échecs. Je dépose un brevet là pour t'empêcher d'aller sur ce truc-là. Je suis bien d'accord, oui. Alors, je voudrais dire quelques trucs sur les brevets, parce que c'est un problème qui m'a intéressé, qui m'intéresse toujours. Et moi, je suis contre le principe du brevet, donc, carrément contre. Et effectivement, aujourd'hui, les grandes entreprises, notamment américaines, mais toutes font, ils rachètent des brevets, et après, ils en arrivent même, je ne sais plus si c'est pas... il y a une grosse compagnie qui avait des difficultés financières, qui a vendu un autre brevet. Donc quoi, c'est assez dramatique. Je suis un ancien de Kodak, et Kodak en fait est morte en le gardant, et son dernier, je dirais, feu d'artifice a été la distribution de son portefeuille de brevets. Et en fait, toutes ces idées disons, de partage sont anciennes, parce qu'on peut les retrouver très longtemps, et je suis tombé sur Herschel, le fils de l'astronome, qui était contre, enfin qui expliquait qu'effectivement les idées devaient être partagées, et surtout pas... et puis il y a aussi Pierre et Marie Curie qui s'opposaient au brevet. Totalement. Regardez Internet aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a Internet? Parce que M. Tim Berners-Lee qui a inventé ça, l'a mis dans le domaine public. Ça a été créé par des hackers. Ça a été créé par des hackers, et ça a été distribué, et ça a été mis dans le domaine public. Si aujourd'hui on n'avait pas mis Internet dans le domaine public, on n'aurait pas. Il y aurait l'Internet de CGTN, l'Internet de machin, l'Internet de Bouygues, et puis bah ça serait autre chose. La vie ne serait pas telle qu'on la connaît. Donc les brevets, de toute façon, tout le monde le sait, même les grandes boîtes. Dans les Fab Labs, on a la chance, moi je vois passer pas mal de grosses boîtes, hein, et puis pas des petits, des grosses boîtes, et qui viennent vous dire on a un problème d'innovation, on a un problème avec les gens de la créativité, on a un problème avec ces histoires de brevets qui nous coûtent super cher, et plein de grosses boîtes viennent dans les Fab Labs pour dire comment est-ce qu'on peut innover autrement. Et ils acceptent de pas On n'en est pas là. Mais les directeurs R&D, beaucoup de gens, des directeurs R&D, des recherches, ce genre de choses, sont vraiment en phase de recherche et sont vraiment en avance de phase pour travailler là-dessus. Parce qu'une boîte est une boîte, mais tout le monde ne sait pas constitué essentiellement de crétins. Il faut bien voir quel est le futur. Juste pour ça reste entre nous, vous couperez après. J'ai eu les gens de Dassault, quoi, les 3 jours. Dassault Systèmes. Ah, quand même. D'accord. Qui disent, bon, faut peut-être qu'on réinvente des choses. Pour exemple, la paillasse, que vous connaissez, il y a les gens de chez Sony qui sont venus les voir au sujet de l'encre biologique qu'ils ont inventée. Et il y a d'autres exemples. L'année dernière, donc parce que chaque année il y a une grande conférence internationale des Fab Labs qui a lieu dans une ville différente. Donc l'année dernière c'était Fab 10, qui avait lieu à Barcelone. Et il y avait quoi? Il y avait les gens de Nike, donc la chaussure. Il y avait les gens d'Airbus, et voilà, plein d'autres grandes entreprises qui étaient venues faire un speech à la fin et dire les makers, vous êtes géniaux, on vous aime, venez bosser avec nous. Quoi. Voilà. Donc il y a vraiment des choses. Oui, dans leurs entreprises. Ça marche dans le sens. On fait le même geste. Ah, c'est rigolo. On l'a pas avec moi. De toute façon, ça peut le faire en synchro. La première fois qu'on fait le truc ensemble. Mais ça va dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire toujours dans le bénévolat? Dans l'échange. Dans l'échange. Non, mais avec une grande entreprise. Alors, dans les grandes entreprises, on en parle un peu dans le bouquin. Il y a ce qu'on appelle des Fab Labs d'entreprise, qui ne sont pas des Fab Labs, qui ne sont pas ouverts au public. Mais Renault en a monté, Thales en a monté, Airbus en a monté. Il y a plein de boîtes qui montent. En fait, à l'intérieur de leur boîte, j'ai aidé, par exemple, l'ADO, le Roi Merlin, à en monter un dans leur entreprise. Pourquoi? Une entreprise, aujourd'hui, a besoin d'innover. Comme c'est des boîtes qui sont beaucoup par silo, les gens sont très compartimentés, ils ne discutent pas entre eux, la création, ça marche mal. Vous avez des gars qui sont payés pour innover de 9h à 17h. Ils trouvent rien. Ou ils trouvent les mêmes trucs que les autres. Voilà. Puis souvent, ils innovent chacun dans leur coin, comme tu disais, alors que finalement, c'est l'interdisciplinarité qui fait la richesse des créations et des échanges. Ce qu'on ne trouve pas justement dans les entreprises. Dans le modèle architectural. Ça s'appelle un peu d'espionnage industriel. C'est de l'espionnage industriel si justement vous ne partagez pas. À partir du moment où vous partagez ce que vous faites, il n'y a plus de raison de faire de l'espionnage industriel. C'est exactement le principe de l'open source où le code est ouvert, tout le monde peut y avoir accès, la communauté peut contribuer. Par exemple, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent Firefox?
Oui. Ben voilà, Firefox, c'est une création collective, ce dont on parlait dans quelques slides avant. Voilà, ce sont des hackers, des gens qui travaillaient dans des grosses boîtes d'informatique qui ont décidé de créer Firefox. Et voilà, et le code est ouvert, contrairement à Internet Explorer de Microsoft, qui est un navigateur privé, où tout est fermé, qui est géré que par Microsoft et son Windows. Voilà. C'est pas du tout la même approche. Voilà. Ça existait déjà au moment des salons des inventions. Bien sûr. Donc c'est pas nouveau. Mais bien sûr. Personne ne dit ici qu'on a inventé la roue. Hein. On est très humble. Okay. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses nouvelles qui vont apparaître parce que les conditions ont changé. Avant, il n'y avait pas Internet. Avant, il n'y avait pas cette capacité de diffuser l'information et de l'avoir de manière instantanée. Aujourd'hui, on l'a. Avant, il n'y avait pas la capacité d'avoir des machines industrielles très haute qualité chez soi ou dans un lieu. Avant, il n'y avait pas. C'était réservé à des gros investissements lourds. Mais c'est un plus, en fait. Voilà. Donc ça vous change complètement les conditions pour lesquelles ça puisse marcher ou pas. C'est pour ça qu'on s'interroge, les Fab Labs, qu'est-ce que ça préfigure? Quelle industrie ça va préfigurer? Si les gens qui sont formés aujourd'hui dans nos écoles, les jeunes qui sortent, j'ai de la chance, je suis prof à côté. Bon. Les jeunes de 20 ans qui arrivent, qui sont très lisses, ils font tous, ils aiment juste le foot, ils aiment bien lire, ils disent jamais ce qu'ils font à côté. D'accord? Ils sont très lisses les jeunes. Et puis quand ils vont bosser, ils n'ont pas confiance dans les boîtes. Ils ont vu leurs parents se faire jeter à 45, 50 ans, être plusieurs fois au chômage, ne pas avoir de stabilité. Ils en ont vécu ça, ils le savent ce que c'est. Un jeune aujourd'hui qui rentre et qui va bosser, il n'a pas confiance dans les entreprises. Il sait qu'on va le prendre et qu'on va le jeter. Il sait que c'est une marchandise comme une autre. Il l'a vécu. Donc, l'enthousiasme délirant en disant je vais rentrer dans une entreprise et je vais faire ma carrière pendant 50 ans, je vais investir tout mon truc, ça ne marche plus. Mais les boîtes qui sont aujourd'hui, qui sont bien installées, qui sont de manière verticale à l'ancienne, elles continuent à recruter sur cette offre-là, sur cette manière. Il y a une espèce d'inadéquation complète entre ce que les gens attendent et ce que les boîtes cherchent. Entre les deux, ça ne marche pas. Et on dit, bah, il y a du chômage, les gens ne sont pas intéressés, ils s'emmerdent, ils font juste leurs heures, ils s'en vont. Un Fab Lab, ou des manières où vous pouvez travailler comme de manière ouverte, où vous pouvez partager, on reconnaît qui vous êtes vous et non pas le rôle que vous avez. Donc vous pouvez croiser quelqu'un dans un lieu en disant moi je sais faire ça, mais vous pouvez être le gardien de nuit et vous travaillez avec quelqu'un qui est d'à côté qui peut être le directeur. Dans un Fab Lab, on ne vous demande pas qui vous êtes. On s'en fout. On voit juste ce que vous savez faire. Des grosses boîtes viennent vous voir en disant mais comment faites-vous pour innover justement? On leur dit bah voilà, c'est un melting pot, les gens ils se parlent, ils n'ont pas de grade, ils n'ont pas de truc, on ne vous juge pas, on ne vous donne pas de notes, vous n'êtes pas mauvais ni méchant. Ce que demandent les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans les écoles. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont été biberonnés avec les réseaux sociaux, en travaillant direct avec des copains, en échangeant des informations, etc. etc. Ils travaillent de manière horizontale. Et ils sont eux-mêmes producteurs de contenu. Tous ces jeunes très lisses, qui ne disent rien. Quand vous grattez au bout de 6 mois et que vous les regardez, en fait vous vous rendez compte qu'il y en a un, il est contributeur dans un grand machin international, il y en a un autre, il fait de l'humanitaire, il y en a un autre, il fait ci. Ils ne sont pas plus méchants, ni plus bêtes, ni plus neutres que les jeunes d'avant. Ils sont tout aussi idéalistes, mais ils n'expriment pas de la même manière. Et je crois que ce qui change, en fait, si je peux me permettre, en fait, c'est que c'est ce besoin, enfin, il y a un mot que vous n'avez pas encore lâché, c'est la partie réindustrialisation de la France, réindustrialiser. En fait, moi je croyais fréquenter un Fab Lab et je m'aperçois que je ne fréquente pas un Fab Lab, grâce à vous, ce matin, et j'en suis ravi. En fait, il y a des lieux où effectivement l'objectif c'est de créer son emploi. C'est de créer son emploi, et à partir, vous aviez montré de la dame qui, voilà, il y a des gens qui viennent, il y a des inventeurs, et il y a aussi en fait beaucoup, je suis frappé de voir le nombre de jeunes qu'il y a là-dedans, et en fait essentiellement ce qu'ils veulent c'est créer leur emploi, parce qu'il n'y a plus d'emploi, et que, on vous a tellement dit, enfin, on leur a tellement dit que allez-y, créez votre emploi, c'est à vous prendre en charge. Il y a des lieux où effectivement, alors est-ce que ce sont des Fab Labs ou pas, je ne sais pas, enfin, des lieux de création et d'émergence justement de richesse, d'emploi, voilà. Moi je pense beaucoup à la partie, enfin, sur les aspects Fab Lab, moi je suis très intéressé par l'aspect réindustrialisation. En fait, depuis 20-30 ans, on a tué tout ce qui était un artisan, tout ce qui était une fabrique. Et maintenant, en fait, on refabrique localement. Voilà. Plutôt que d'acheter une chaise Ikea qui est faite à 10 000 exemplaires, pardon, 1 million d'exemplaires en Chine, je vais refaire ma propre chaise localement, comme au temps du... voilà. Et alors, je ne sais pas comment s'appellent ces lieux, où effectivement,
l'idée, c'est quand même de s'en sortir. C'est quand même de créer sa vie. C'est un incubateur alors ça serait l'hybride entre un Fab Lab et un incubateur. On se positionne en pré-incubateur. Parce que l'incubateur, ça existe, le tissu économique, il existe, il y a plein de trucs qui ont été montés. Des cantines numériques, ce qu'on appelle les cantines numériques qui sont... On travaille un peu en amont de ça. C'est-à-dire on travaille en fait dans la découverte de la personne. Parce que beaucoup de gens passent chez nous qui n'ont pas de point d'appui. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas quelle est leur valeur intrinsèque. Ils ne savent pas se positionner. C'est souvent des gens qui ont été soit en échec scolaire, soit en échec individuel, soit qui sont au chômage, soit qui bossent dans quelque chose mais qui ne leur plaît pas. C'est des gens qui ne savent pas qui ils sont en fait, quelle est leur valeur. Les Fab Labs, les Hackerspace, tous ces lieux-là sont des endroits intéressants parce que justement vous pouvez trouver votre valeur, vous pouvez savoir qui vous êtes. Vous pouvez trouver une idée, vous pouvez trouver ce genre de choses. Et donc des gens vont se bâtir dans ces lieux-là, et peut-être, certains en effet, vont créer leur job. Parce qu'ils vont dire, ça en fait, j'ai compris, ça je suis bon là, je sais le vendre, je sais en parler, je sais le faire, j'ai trouvé quelque chose qui me permet de me projeter. Et ça on en voit pas mal. Les gens qui ont le temps de venir dans les Fab Labs, souvent sont des gens qui sont en interne, entre deux choses. Ça c'est une partie de la population, mais il y a une autre population où dans des Fab Labs, il n'y a que des gens qui ont des idées et qui veulent les mettre en œuvre. Bien sûr. En gros, qui se servent du Fab Lab comme un garage. Bien sûr. Bien sûr, et après ça sert à ça. Une fois que vous avez ça, vous avez ce qu'il faut, vous avez les jouets, servez-vous-en. Faites-vous plaisir. C'est normal parce qu'on a plus, c'est le tiers-lieu, parce qu'on n'a plus chez soi, dans son petit appartement francilien, on n'a pas la place d'avoir ce qu'il y avait dans une grande maison en province avec la souillarde, le débarras, la troisième, la dépense et le machin, et l'endroit où on pouvait bricoler. Mais c'est vrai que ce qui peut être intéressant aussi, c'est à l'époque où tout le monde a la même chaise chez soi ou le même placard, c'est d'avoir le placard exactement adapté aux dimensions de la maison. Où, moi, juste un petit exemple, ça pourrait m'intéresser, par exemple, parce que comme je suis pas grande pour faire des vêtements qui tombent bien et pas des machins genre « Ah ben tu l'as pris à ta maman !» Voilà. Mais il y a aussi le côté, ça me rappelle, il y a un peu plus de 12 ans maintenant, parce que ma grande fille a 13 ans, et quand elle était toute petite, j'étais animatrice multimédia ici, et j'avais participé à une Ricoré party, c'est-à-dire qu'on faisait une antenne Wi-Fi avec une boîte de Ricoré. Mais moi, j'avais pas de Ricoré parce que je trouve que c'est dégueulasse. J'avais du lait pour bébé. Donc on avait dû refaire tout le calcul, parce que c'était pas le même diamètre métallique. Donc il y en avait un qui avait dit « Super, je suis très bon en trigonométrie ». Il avait commencé à faire un calcul à la noix, et on avait fait une antenne assez puissante. Enfin, plus puissante qu'une boîte de Ricoré, parce que la boîte de Ricoré c'est comme ça, la boîte de lait pour bébé c'est comme ça. Mais c'était pas un modèle viable, parce qu'ils n'étaient pas encore tous parents. Les gars qui faisaient ça en fait. Les boîtes de Pringles, ça marche très bien. Oui, aussi. C'est plus haut. Mais la boîte de lait, c'était plus large, quoi. Voilà, c'était déjà plus gros que la boîte de Ricoré. Vous feriez ça dans un Fab Lab sans aucun ça problème. Ça n'existe plus maintenant, les Ricoré parties, parce que bon, Mais pour résumer la situation, il semblerait que les innovations viennent justement de garages. Pierre et Marie Curie, ils ont inventé la radioactivité dans un garage. Lavignel, il l'a inventé dans un garage. Enfin, bon, je caricature, mais bon, il semblerait que... Les innovations de rupture, comme c'est une rupture, viennent en général d'en dehors du système. Vous n'innovez dans un système que dans la continuité du système. Quand je vous dis garage, c'est en dehors du... Le garage, c'est le lieu improbable, vous allez rencontrer quelqu'un d'improbable et vous aurez 2 plus 2, vous allez faire 3 en fait. Vous allez faire autre chose, 1 plus 1 fait 3. Voilà. Donc la vraie innovation, c'est ce qu'on n'a pas prévu, c'est ce qui n'est pas de l'amélioration, c'est quelque chose qui est une tangente complète par rapport à ce qu'on avait prévu. Et un des meilleurs moteurs pour l'innovation, c'est le hasard. Le hasard des rencontres, le hasard des lieux, le hasard des idées qu'on échange. La pomme qui tombe. La pomme qui tombe, ce qui est le parfait symbole de cette chose-là. Ce qu'on essaye de faire dans un Fab Lab, c'est de favoriser ces rencontres improbables entre des gens, ce qu'on appelle dans les grands mots la sérendipité. C'est un mot qu'on arrive à voir, qu'on a volé aux Anglais, ou plutôt aux Indiens. Le prince de Serendip qui était parti se promener sur la route et qui, se faisant, sortant de son palais, a rencontré des gens intéressants sur la route et s'est rendu compte que le monde existait et qu'il pouvait s'enrichir en discutant avec les gens, pour simplifier. Mais grosso modo, ce qu'on va essayer de fabriquer dans un Fab Lab ou dans tous les makerspace, c'est faire croiser les gens qui sont les plus divers possibles. Enfin, pour nous, c'est ça, ce à quoi on croit. Si vous prenez des gens qui sont tous identiques, qui viennent du même lieu, qui sont tous des geeks, tous des machins, ça ne marchera pas parce que les geeks vont parler entre geeks, les retraités vont parler en retraités, et les jeunes à casquette vont parler aux jeunes à casquette. Et ça, c'est pas bon, parce que vous sortez avec des idées de jeunes à casquette, ou des idées... Voilà, c'est pas bon. Par contre, si vous mettez des geeks, des vieux, des machins, des jeunes à casquette et tout ça dans le même truc, vous secouez, et puis ils peuvent discuter ensemble, alors là, quelque chose va se passer. Et en général, c'est ce qui se passe.
des amitiés, des informations. Voilà, en Il quelques me reste à peu près 10 minutes, pas plus. Est-ce que vous êtes arrivé à peu près à la fin de votre... Je peux durer encore des heures si vous voulez, mais là l'essentiel est... Non, mais alors, Donc je si vous voulais voulez, on peut passer en d'abord mode interactif. faire appel au public, ceux qui C'est à Barcelone. ceux qui veulent pas prendre la parole comme ça spontanément, ils lèvent la main. Alors Claire, Oui, moi j'ai une question par rapport aux activités artistiques. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau Aussi. artistique? Il y a aussi. Ah bah là, on vient de sortir d'un atelier de fabrication de céramique où ils ont complètement appris à refaire un vase complet qui a été imprimé en 3D. À partir du vase, ils ont appris à faire les moules. À partir du moule, en fait, ils vont récupérer, ils sont en train de le fabriquer en céramique, qui va lui-même être fait dans un four, dans une association qui prend des jeunes en difficulté scolaire et qui, eux, savent manipuler le four, et c'est eux qui vont apprendre aux gens comment fabriquer une céramique. J'ai des gens qui viennent faire du papier mâché, vous avez des gens qui font Des bijoux. des bijoux, La peinture? la peinture. Comment ça peut fonctionner la peinture? Bah, je sais pas, vous venez avec votre peinture et puis vous faites des trucs. Et on apprend Venez tester, enfin, vous trouverez des idées. On apprend aux autres? Ou on fait une œuvre collective? Par exemple, c'est vous qui ah, portez. imaginez. Vous allez dans un lab parce que vous n'avez pas de place chez vous. Vous dites tiens, j'aimerais faire une fresque et j'ai pas de On va place. faire un Voilà. parce que Ou, je fais de la peinture, Eh ben, vous allez vous installer dans un lab, on vous dira bonjour. Viens t'installer, il n'y a pas de problème. vous faites et on ne votre- considérera pas que je consomme? Enfin, que je ne consomme Non, pas. parce qu'on va vous dire Tu tu laisses- viens, tu apprends aux autres. Tu veux faire un mélange Ton de couleurs, savoir-faire. comment on fait? Comment est-ce qu'on fait pour faire les mélanges avec l'huile et tout ça? Comment je travaille avec les pigments? Laisse-moi Tiens, j'ai savoir. réparé mon chevalet, comment je répare un chevalet? Qu'est-ce qui est important avec la lumière? Oui, chacun a un truc. On peut vraiment tout imaginer. Je me rappelle quand je suis allée les voir à Nantes, à Plateforme C, il y avait une élève en histoire de l'art qui avait donc scanné une frise en fait, médiévale, et en fait avec le scan de la frise, elle l'avait réimprimée, une imprimante 3D. Voilà, pour pouvoir ensuite développer des détails, etc., retravailler. Enfin, c'était complètement dingue, mais voilà, on peut vraiment... Ah oui, et on peut se servir éventuellement d'images scannées pour... La seule limite est votre imagination. Il n'y a pas de on peut ou on peut pas, vous faites. C'est ce qu'on appelle une duocratie, c'est celui qui fait qui a raison. Vous avez envie, faites-le. Ça marche? Ouais, super. Ça marche pas? Bah super, j'ai appris que je le ferai pas la prochaine fois. Oui, les erreurs sont aussi documentées. Hein. Voilà. Et on a documentation de projet, une vous adhésion. documentez vos erreurs. Ça dépend des lieux. On apprend par là. Ça Oui, dépend chaque des lieu lieux. fonctionne différemment. Chacun, enfin je sais pas, il y en a qui réservent par exemple, je dis n'importe quoi, des mardis après-midi à tel public, d'autres qui font, je sais pas, des journées réservées aux professionnels, ceux qui sont un peu plus dans l'esprit de faire des prototypes, puis d'autres qui n'ont pas forcément ces règles-là et qui sont ouverts. Si vous allez à celui de la Cité des Sciences, tout est variable. c'est gratuit. Ouais. Si vous venez au FACLAB de l'Université de Cergy à Gennevilliers, au bout de 2013, c'est gratuit. Vous venez à ZBIS à La Roche-sur-Yon, c'est le principe d'une salle de sport. C'est-à-dire c'est le prix d'un ticket et vous faites tout ce que vous voulez, mais pour le prix d'un ticket de cinéma. Vous allez dans une asso, on vous demande de vous, par exemple la NIBI, on vous demande de vous inscrire à l'asso. Et l'asso, c'est pas forcément payer 50 €. Certaines assos, comme on l'avait fait au début de la Forge des Possibles, c'est qu'on se dire bah, tu nous amènes un outil. Des gens d'une perceuse, ils s'en servent une fois dans l'année, bah, tu me laisses ta perceuse. C'est vraiment en fonction du lieu et de son environnement. Chaque lieu différent. Bon, vous avez compris que c'est une réponse à la crise que nous vivons actuellement, en fait. C'est une expérimentation qui pour l'instant se passe bien. On est très humble, c'est pas une réponse à... C'est des gens qui cherchent. Bah oui, Et on mais, va peut-être trouver des choses. c'est une des réponses à la crise. Hein, C'est quand même. une des réponses. Mais comment Mais pas ça pourrait forcément tourner mal? Ça peut Parce que tourner vous mal. venez de en- dire c'est une expérience qui tourne bien pour l'instant. Comment ça pourrait tourner mal? Ces lieux fonctionnent parce qu'ils sont bienveillants. D'accord? C'est la bienveillance de l'échange. Ça peut mal tourner si on devient moins bienveillant. Par exemple, si on vient monétiser ces lieux-là, ou si on dit ça devient institutionnalisé, ou si ça fait... Vous savez, il y a une époque, on appelait les EPN. On appelait les espaces publics numériques. C'était des lieux comme dans les médiathèques qui étaient créés où on vous mettait à disposition un ordinateur et Internet pour vous apprendre comment fonctionnent les ordinateurs et Internet. Bon. Ça a été dévoyé parce qu'au bout d'un moment, on a dit, bah, attendez, les jeunes qui viennent dans les EPN, en fait, ils viennent jouer à des jeux, ils se connectent en ligne. Donc sur les EPN, on a commencé à mettre des panneaux en disant interdit aux joueurs. Donc les jeunes ne sont plus venus. Et puis ce qu'on a fait, on a scénarisé le parcours des EPN. Vous allez d'abord apprendre à utiliser Word, et puis après Excel, puis après à faire un CV. Et là, plus personne n'est venu. D'accord? Et les EPN, on se pose des questions aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas les transformer en Fab Lab? Parce que c'est un lieu où des gens peuvent passer, qui sont en ville, où on met à disposition des ressources qui sont physiques mais non plus Internet. Très bonne idée. Mais de grâce,
Ne faites pas ce que vous avez fait avec les EPL avec un parcours scénarisé. Là d'abord tu vas rentrer, puis là d'abord te servir de l'imprimante 3D, puis après tu vas faire ça. Et il est où la créativité? Il est où le hasard? Où est le plaisir? Voilà, donc ça peut mal tourner si le nom est galvaudé, s'il est repris par des entreprises qui vont vendre quelque chose que je vous disais au tout début. Les Fab Labs, c'est important, faites attention au nom. Le nom n'est pas important, c'est les valeurs qui sont portées. Et donc ces valeurs de partage, ces valeurs d'échange, de documentation, de non-marchandisation, de bienveillance sont essentielles. Si c'est pas gardé, en fait on dira bah, ces idées qu'on avait de partage, en fait, elles partiront avec le bébé, avec l'eau du bain, quoi. Et ça sera très dommage. Voilà. Moi j'espère que la bonne volonté gagnera parce que bah, quand on est dans l'eau et que ça se passe pas bien autour de nous, qu'on dit qu'il y a une question de crise, on a besoin de se réinventer, c'est le moment charnière. Si on donne le petit coup de talon, il faut le faire. Et peut-être que demain, il n'y aura peut-être pas des Fab Labs, mais il y aura des artisans 2.0 à côté de vous. Demain, il y aura plein de manières de reproduire localement. Demain, on réinventera les artisans d'avant. Demain, ça ne sera plus la consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. On le sait que ça va se passer. J'aimerais bien que ce soit comme ça que ça se passe. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une réponse à la crise quand même, étant donné que vous êtes contre l'obsolescence programmée et vous répondez à une demande et au lieu de stimuler la surconsommation justement. Et tout ça c'est écologique et contre les brevets par exemple, je trouve ça formidable, hein, le fait de partager, enfin le partage contre le brevet. Des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jacques. Alors, ce que vous faites, j'imagine que ça doit déranger quand même certaines personnes, les fabricants qui vendent leurs produits. Non, ça ne les dérange pas parce que... Non, ça ne les dérange pas, au contraire. Non, justement. Bien au contraire. Vous êtes en train de ressusciter le besoin de fabriquer et de faire. Les gens qui fabriquent des matériaux, qui fabriquent des outils, ce genre de choses, sont ravis. Il y a même plein qui sponsorent des tas de lieux. Pourquoi le Roi Merlin, ça les intéresse? Pourquoi ils fabriquent des Fab Labs à l'intérieur? Ils veulent mettre des Fab Labs à l'intérieur de leur lieu. Pourquoi ils vont ouvrir un tech shop à Ivry? D'accord. Les gens qui fabriquent eux-mêmes, selon qu'ils ont besoin, ça fait autant de choses en moins qu'ils vont acheter, qu'ils vont payer à un fabricant. Et non, parce que le fabricant, il a besoin de réparer. Regardez Seb, il s'est lancé à fond là-dedans dans la réparation de ses outils. Ça va devenir un argument commercial. Mais là, on n'est plus dans la bienveillance. Est-ce que ça... Non, mais on est dans le... La récupération. Pas forcément, ça justement. peut aussi forcer les entreprises à changer. À changer, justement. Ils l'ont en interne et ils s'en servent, et de manière intéressante. Ils ont compris comment ça marche en interne. Vu de l'extérieur, leur intérêt, une entreprise est là pour vendre des choses, mais si elle les vend avec une charte éthique, quelque chose qui fait que les gens viennent avec bienveillance chez vous, c'est intéressant. Après, si comme vous dites, c'est un truc qui est complètement monétisé, ça sera pas bon. Je suis d'accord. C'est impossible dans la mesure où ces grosses entreprises, il y a un système d'actionnariat derrière qui dépasse. Je veux dire, au niveau de l'entreprise, il est évident que la SCOP ou la coopérative, c'est le truc idéal. Bon, le système d'actionnariat, c'est dépassé, et c'est ce qui nous a tués. C'est ce qui vous dit dépassé, c'est exactement ça. On sait, même eux, ça. Donc c'est là aussi. C'est qu'une question d'année. Voilà. Mais comme dit Tancred dans le Guépard, à son oncle le prince Adrien, il faut que tout change pour que rien ne change. Finalement, peut-être que ces entreprises vont s'adapter en disant ben, je veux bien être actionnaire, je veux gagner des sous, mais je veux en gagner longtemps. C'est bien d'en gagner beaucoup très vite, mais c'est aussi pas mal d'être actionnaire longtemps. Je pense sais pas. Ça peut être. Oui. C'est beaucoup plus violent et beaucoup plus complexe. Je veux dire, on voit très bien depuis 7 ans qu'on parle de crise. Et qu'en fait, il y a l'enrichissement des plus riches. Je veux dire, c'est un phénomène qui était prévisible il y a 30 ans, mais qui pose un problème aujourd'hui. Donc il y a une puissance économique quand même qui va durer. Une violence économique, oui, tout à fait. Hein. Donc c'est le système économique qui était à réinventer. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Fab Labs sont des lieux essentiellement politiques. Parce que quelle place on donne aux travaux manuels dans les systèmes scolaires? Il n'y a plus de place dans les travaux manuels. On reçoit énormément de profs de techno qui viennent faire une thérapie chez nous. En fait. Ah oui. On a des profs de techno qui viennent en psychothérapie. Je pensais quand même à la main à la pâte qui avait été mis en place par Charpak, ça doit faire une vingtaine d'années quand même. C'était
Aujourd'hui, vous avez les profs de techno, on leur enlève les lieux de fabrication, on ne peut plus utiliser un fer à souder, on ne peut plus utiliser les machines, on n'a plus le droit. Tout est virtuel, vous allez faire des expériences sur votre ordinateur. Donc ça crée des... Tout à l'heure, vous aviez dit que par exemple, la découpeuse laser, ça coûtait très cher et enfin, il y a quand même un investissement initial. Et donc pour démarrer, en plus du lieu, comment est-ce que ça s'initie? Parce que il y a plein de manières. Pour parler de mon expérience perso, pour la fac, à Cergy-Pontoise, en fait, on a une fondation, et la fondation, en fait, elle a attribué au départ une partie de budget qui était fléchée. Et la fondation elle-même, elle récupère des sous de plein de boîtes, dont Orange et ce genre de choses. On a dit, nous, on veut bien des sous, par contre, vous n'avez pas le droit de nous dire ce qu'on en fait avec. Ça a été signé en bas de la feuille. On a pu, nous, s'acheter 2-3 machines comme ça au départ. En Vendée, c'est pareil, on a répondu à un appel d'offres du gouvernement, un appel à projet. On a eu un petit peu de sous, qu'on attend toujours d'ailleurs. Ça viendra peut-être un jour. Ça a permis de démarrer. D'autres lieux, en fait, font des services. Par exemple, ils font de la formation. Ce que je fais à l'université. À l'université, comme le Fab Lab est un lieu très, frugal, on a besoin que de peu de choses, en fait, une fois que c'est démarré. Nous, on fait de la formation professionnelle continue à ces technologies. Donc, comme c'est un lieu de formation, nous, on fait quoi? 4-5 formations dans l'année. On fait jeu blanc, on fait équilibre, on n'a pas vocation à faire des sous, ça marche. OMA, c'est pareil, d'autres endroits, ils font des services aux entreprises, ils accueillent des gens. Le lieu, dans certaines heures, est privatisé ou sert comme un bureau de service. Oui, par exemple, il y a des grosses entreprises, pour commander une imprimante 3D, ça leur prend 1 an, le temps de passer par tous les étages, les autorisations, etc. Donc en fait, ils vont directement au Fab Lab du coin, ce qui permet au Fab Lab aussi de se financer comme ça et de pouvoir acheter des machines. Il y a vraiment plusieurs techniques. Il y a plein de manières. Et c'est nouveau ça. Une époque, les Fab Labs, c'était on est tous frais, on est tous gratuits, on a tous des subventions, ça va être génial. Il y a 3-4 ans, on a eu des discussions très houleuses à la Réunion à Toulouse. On a dit non, il faut peut-être être pragmatique, les subventions c'est bien, mais ça n'a qu'un temps. Il faut être autonome. Donc il faut rentrer dans qu'est-ce que c'est que vivre aujourd'hui. Donc ça vous pose essentiellement la question politique et économique. Qu'est-ce qu'on met en place? C'est pas que de l'associatif. Donc ça peut gêner des gens au départ qui, eux, étaient dans l'associatif pur. Et ça, c'est en train de se mettre en place et tout le monde est en train de chercher son modèle pour trouver son équilibre. Alors, est-ce qu'il va y avoir une limite par rapport aux entreprises, par exemple? Parce que là, on passe d'un tissu associatif à une prestataire de services. La limite est ténue. C'est pour ça que les scopes sont beaucoup envisagés. C'est pour ça que ce type de structure, les SCIC, scopes, tout ça, c'est très envisagé. Il faut quelle somme au minimum pour démarrer une Fab Lab? Une SCIC, c'est un montage qui vous permet en fait autour d'une table de mettre entreprise, particulier, individu, personne morale. Et c'est à peu près les mêmes fondamentaux qu'une SA. Mais en fait, vous avez une notion de vote et de partage. C'est moins qu'une scope. Une scope, c'est encore plus. Il faut quelle somme au minimum pour démarrer une Fab Lab pour acheter des machines? C'est la question qui tue. Et il y a un Hollandais qui s'appelle Bart Bakker, BA2KER, qui a créé le mini Fab Lab. Il a fourni une charte de tous les prix. Ça commence à 300 €, 3 000, 30 000, 300 000. Il y a tout un panel. Il dit pour 300 €, voilà ce que tu prends, voilà ce que tu as. Et moi je dis toujours, on peut même commencer avec 0. C'est-à-dire si vous avez des copains ensemble et qui amènent chacun un outil, un truc comme ça suffit en fait. Parce que c'est pas le fait d'avoir une découpeuse laser qui fait que vous êtes un Fab Lab. C'est le fait que vous ayez des amis entre vous, des gens qui fabriquent des choses. Et ce qui est magique, c'est que ce qui vous manque apparaît. J'ai beau être dans un lab de fac, la plupart des machines que j'ai m'ont été laissées, m'ont été données. Bon, ça prend une siège en tournée, je m'en sers pas, je vous la laisse. J'ai une presse, machin, je m'en sers pas, je vous la laisse. J'ai un canapé, je m'en sers pas, je vous laisse. Donc par la bienveillance et la bonne volonté, en fait, des tas de choses magiques arrivent. Au bout d'un an, vous trouvez plein de matériel que vous n'avez pas eu acheté. Ce qui parfois peut être un problème. Si vous assurez qu'ils sont aux normes, il faut les remettre aux normes. Il ne faut pas qu'ils soient dangereux. L'Electrolab fait ça, ils prennent beaucoup de matériel, ils les réparent, ils les remettent aux normes. Et ils les distribuent. C'est un modèle comment. C'est l'avantage de la société où tout est prêt à jeter. Donc vous en profitez là actuellement. On va jusqu'à la restauration automobile. Oui. Ce matin, à Terre, une émission radio écologique, Terre à Terre a justement parlé de la réparation des voitures. Vous acceptez les vélos? Oui, aussi. L'Electrolab, ils avaient récupéré des voitures électriques du parc EDF. Ils en avaient réparé une pour eux. Mais c'est pareil, c'est pas dans l'ordre, je viens là pour réparer comme un garage. C'est plutôt, je viens faire la chose pour ma voiture qui me manque.
ou j'ai un vélo, je veux l'adapter, ou j'ai mon cadre qui s'est désoudé. C'est une adaptation, une réparation, mais c'est pas un garage où vous allez changer votre train de pneus, ce genre de choses. Enfin, vous pouvez si vous voulez, s'il y a la place, mais c'est pas le but. C'est dire, ma voiture, je posais un truc dessus, je veux modifier l'éclairage, je sais pas. C'est l'adaptation à ses propres besoins. Voilà. C'est comme tailler sur mesure. Tailler sur mesure. Il y a un handicapé qui venait assez souvent chez nous, qui est venu travailler sur un système pour monter dans sa voiture, pour pouvoir y accéder plus facilement. Le public handicapé est très intéressé par les Fab Labs. L'objet unique qu'on trouve nulle part, c'est des thermothérapeutes, c'est un terrain formidable, un Fab Lab. Vous pouvez fabriquer des tas d'outils, des tas d'objets, des tas de machins qu'on trouve ailleurs dans le commerce qui sont très chers. Bon, en tout cas, pour toutes les questions que vous avez encore en plus, tout est dans le livre, très détaillé, adresse et tout. Donc, on a 10 exemplaires, à vous de choisir de l'acheter. Et on remercie les intervenants très